Spotify dans la tourmente. Malgré des résultats financiers très positifs, la plateforme de streaming musical a choisi de miser sur les podcasts, mais la défiance vis-à-vis de certains contenus et de certains animateurs, dont Joe Rogan, pousse des artistes comme Neil Young et Johnny Mitchell et des abonnés à quitter le numéro 1 mondial. Hémorragie passagère ou crise profonde, ce sera l'info de la semaine. Plus 10% pour l'action Apple en une semaine. Depuis l'annonce des nouveaux résultats trimestriels records jeudi dernier, Apple tout près désormais des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière, alors que l'année 2022 s'annonce exceptionnelle. Où s'arrêtera donc Cupertino ? Ce sera notre dossier de la semaine. Quand Microsoft vole au secours d'Epic Games en justice face à Apple, ce sera l'une des infos de la semaine dans Pommes. Les rumeurs de la semaine avec un toit ouvrant à l'opacité variable, un toit ouvrant pour voiture breveté par Apple. Et oui, il sera aussi question des nouveaux iPad, iPad Air et iPhone SE3 prévus pour la keynote de printemps et qui sont apparemment en cours de test en Inde. Déjà 24 épisodes depuis la rentrée de septembre. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Voici le 76e numéro de votre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir. Benjamin Vincent à la barre de ce joyeux navire. Je suis très heureux de vous retrouver et d'être entouré par mes fidèles mousses, Élie, François et Fabrice. Salut Moussaillon. Hello. En parlant de mousse, c'est ta tournée ou bien? Ça pourrait. Bon Fabrice, je commence par quoi? Tu sais ce qu'on fait aux petits nouveaux à l'armée? Oh oui. Alors non, je suis pas sûr de savoir, ni même que tu nous racontes ta séance de bizutage. Je ne parle pas du lit en portefeuille. Bienvenue à toi à nouveau. Merci. Ouais, je fais le petit nouveau pour quelque temps encore, j'imagine. Jusqu'à ce qu'on accueille une nouvelle, donc. Hein, c'est ça, peut-être un jour, peut-être si on l'a pas dissuadé. toi, le mentor en technologie, qu'on retrouve donc sur le site pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Tu t'es dit que 3 mots, c'était mieux pour s'en souvenir? Je me suis surtout dit que le .fr c'était mieux que le point d'avant. Voilà, donc j'ai trouvé ça comme nom de domaine. Bon, en tout cas, tu es consultant en technologie pour les entreprises. Hein. Pour les petites entreprises, voilà, je leur sers de DSI externalisé et je m'occupe de leurs affaires informatiques pendant qu'ils continuent leur travail normal. Et Twitter, Fabrice Neumann. Fabrice Neumann, c'est facile. Voilà, je ne me cache pas derrière un pseudo. Voilà, tu es là et tu es à visage découvert dans iWeek pour ceux qui profitent de la version vidéo sur la chaîne YouTube d'iWeek dès le vendredi. Oyez, François Le Truédic, salut la Bretagne, salut toi le buveur de cidre et le mangeur de crêpes. Et oui, je suis désolé, hein, vous allez peut-être me trouver un peu grossi, mais c'était la Chandeleur cette semaine, donc j'en ai profité pour manger. Alors voilà, on va pas refaire le débat de galettes et de crêpes, on va dire que j'ai mangé des crêpes blé noir, parce que sinon je vais me faire taper par ma moitié. Très bien, elle aurait raison. Mais elles sont très bonnes les crêpes de François, moi je vous les conseille, hein. J'ai eu l'occasion de goûter et je peux dire qu'elles sont très bonnes. Mais t'en as de la chance. Dis donc, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce favoritisme? Non, tu en avais eu aussi, mon cher Benjamin, je t'en souviens peut-être plus, mais... Non, c'est vrai, je me souviens. Je fais celui qui a oublié, mais je me souviens très très bien. Mais ça fait longtemps, hein. Les années ont passé. Ça va faire 3 ans. Exactement. Bon, faudra en refaire. Hein. C'est la pas saison vu depuis comme 3 ans, mes chers amis. C'est vrai. Enfin, on se voit, mais on se voit de loin, donc... On peut pas se toucher. C'est peut-être mieux. Bon, tu fais le malin, mais pas de maison connectée cette semaine? Ah non, il y a rien à se mettre sous la dent, il y a pas grand-chose en ce moment du côté de la maison connectée. Ouais, tu peux dire ça comme ça, mais bon, j'en ai un peu marre de faire des petites news en disant il y a un nouveau produit, donc je me suis dit que j'allais arrêter de faire une news par-ci par-là, donc je pense que je ferai une petite concentration la semaine prochaine sans doute, avant mon départ en vacances sur les pistes de ski.
C'est ça. Et tu t'es dit, du coup, je vais faire une news sur la nouvelle housse Gucci pour les AirPods Max. Ouais, mais je suis un peu déçu que Jean-Christophe soit pas là parce que je voulais lui la conseiller parce que je pense qu'autour de cette table virtuelle, c'est le seul à avoir des AirPods Max et je pense qu'il aurait vraiment la classe avec ça. Ah, il faudrait qu'il teste ça, c'est sûr. Il aura une classe folle. On va peut-être se cotiser pour lui offrir. Non. Bon, non, pas on va en reparler. On va en reparler. Et bienvenue à toi, Eli Abitbol. Toi, monsieur le président des APR en France. Ouais, je vais démissionner, ça fait trop longtemps. Mais non. Toi, le cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Sois le bienvenu, Eli. Merci, ravi d'être encore là ce soir avec vous. Donc, plein de choses à dire, on va voir, on va bien se marrer. Et puis, une grosse colère tout à l'heure pendant le dîner. Je vais vous faire un dîner super épicé, spicy hot. Yes. Parce que l'équipage aime bien quand c'est un peu relevé. Hein. Ouais, justement, moi j'aime bien la nourriture relevée, hein. Donc tout ce qui est relevé, j'aime bien ça. Tex-Mex, un peu hot. Et comme on dit souvent, et sans vouloir faire de blagues, j'aime bien manger épicé, mais si possible pas en même temps. D'accord. Bon. Quel festival ce soir. On reste dans la grande finesse. Là, c'est dur là. Bon, en tout cas... excusez-nous, chers auditeurs. Mais c'était une dédicace pour François qui est de retour parmi nous. Bien, c'est ça. Je t'avoue que j'essayais de la placer, mais je me suis retenu. Je me suis dit non, faisons pas trop, mais tu l'as fait toi-même, donc c'est très bien. Bon, en tout cas, si tu aimes ce qui est chaud, alors on parlera tout à l'heure de Microsoft, Epic Games et Apple. Entre Spotify et Apple aussi, ça a toujours été tendu, hein, ça fait des mois que c'est tendu. Là, on parle gros sous cette semaine et ces dernières heures avec un mauvais buzz du côté de Spotify. Le Suédois a mis le paquet sur les podcasts, vous le savez, en déboursant des fortunes pour s'offrir les services Barack Obama ou encore Joe Rogan, le fameux 100 millions de dollars pour Joe Rogan et son podcast. Joe Rogan qui s'est un petit peu lâché sur le thème anti-vax et qui est du coup très controversé. Spotify que certains abonnés ont commencé à quitter et on va y revenir. Bon, Jean-Christophe, t'as pas fait ton service dans la marine, toi ? Alors non, même si je suis marin, mais pas militaire. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir comme les autres dans ce nouvel épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Ravi d'être là, salut à tous. C'est chaud aussi en bourse pour Apple. Presque 124 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 3 mois annoncé jeudi dernier. Et oui, ça fait plus d'1 milliard par jour. Alors, l'action qui avait flanché depuis le début de l'année a repris tout ce qu'elle avait perdu, et même plus. Les 3000 dollars de valorisation, ils sont à nouveau dans le viseur. C'est pour bientôt probablement, et surtout avec l'année qui se profile. Jusqu'où Apple peut-elle aller ? Oui, Eli ? De 3000 dollars, tu es sûr ? C'est pas parce que je préfère que tu la refasses. Hein. Ouais, parce que c'est pas beaucoup là. Je rachète Apple, je vous l'annonce moi. À 3000, je rachète. Proms. Alors je vais la refaire. Vous avez bien compris qu'il s'agit de 3000 milliards de dollars, évidemment. C'était ma petite séquence Krasuki. Donc les 3000 milliards de dollars, c'est à nouveau pour bientôt. Et c'est vrai que l'année va être folle et donc on imagine que ce plafond va être à nouveau atteint et sans doute dépassé. En tout cas, on va se poser la question. Et puis comme chaque semaine, retour sur les 3 infos de la semaine. L'iPhone et l'iPad gagnent des parts de marché, mais dans le cas de l'iPad, c'est quand même surprenant parce que les ventes sont en baisse. Alors qu'est-ce que ça signifie ? On va essayer de vous éclairer en l'absence de Gilles, mais on pense à lui. On va essayer de faire au mieux, n'est-ce pas, Eli ? On va essayer. Les rumeurs de la semaine. Si vous attendez l'iMac Apple Silicon à grand écran, ne comptez pas trop dessus avant l'été. Fabrice ? Il n'est pas annoncé pour le printemps, hein, finalement. Non, il n'est pas annoncé pour le printemps. Alors moi, j'y vois quand même... Sauf surprise. Pour voir ça du côté du verre à moitié plein, on a l'impression qu'ils travaillent sur la technologie d'écran et que peut-être c'est pour annoncer aussi des écrans en plus des iMac. Je croise les doigts pour que ce soit ça, voilà. Des écrans à prix abordable. Oui. Non, des écrans Apple. On n'a pas dit abordable, on a dit Apple.
Enfin, Merci toujours moins pour que cette 6 000 euros. précision. Quoi. Ouais. Nous sommes d'accord. Et puis le tuto audio, on va reparler de Spotify si vous voulez vraiment partir. Je vais vous expliquer comment transférer vos playlists de Spotify à Apple Music. iWeek, c'est un podcast gratuit, c'est du bénévolat pour nous. Alors si vous appréciez notre boulot, vous avez un moyen très concret de nous manifester votre reconnaissance. C'est en devenant contributeur sur patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par épisode et sans aucun engagement. Je tiens d'ailleurs à saluer nos nouveaux contributeurs en ce début d'année. Merci à vous, Fabien Glory, Mélie, Jeff Streck et Aurélien Tissot, avec une contribution à 5€ par épisode. Top Aurélien, merci beaucoup. Pour autant, ne croyez pas qu'on n'a pas besoin de vous autres, hein. Oui, vous qui nous écoutez et qui n'êtes pas dans cette petite liste de nouveaux contributeurs. Le total par épisode reste inférieur à 100€ et on est loin de ce qui permettrait de faire passer un vrai nouveau cap à iWeek. Et donc, on compte sur chacun de vous sur patreon.com/iWeek. Et puis, si vous aimez l'info, essayez i5 sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ par mois pour plus de 20 numéros. Oui, parce qu'il y a 5 épisodes par semaine à raison d'un épisode par jour. 5 grosses minutes avec l'essentiel de l'actu Apple super chaude, réunie par nous, l'équipe d'iWeek. i5, votre dose Apple, l'essayer, c'est l'adopter. Et suivez i5 sur Twitter, @i5fr. Dans un instant, le mauvais buzz autour de Spotify, feu de paille ou incendie hors de contrôle digne des mois d'été. À tout de suite. Les podcasts peuvent-ils faire perdre sa première place de plateforme de streaming musical à Spotify ? Ellie fait non de l'index, mais on va quand même en discuter. Spotify qui a annoncé donc ses résultats trimestriels ce mercredi soir, une annonce dans un contexte particulier marqué par l'affaire du podcast de Joe Rogan et le départ de Neil Young et Johnny Mitchell. Lundi soir, l'action Spotify avait repris 12%, soit l'équivalent de ce qu'elle avait perdu la semaine dernière. Wall Street prévoyait un chiffre d'affaires en nette hausse et des millions d'abonnés supplémentaires à Spotify Premium. Pour autant, il y en a qui ont commencé à partir. Alors, je sais qu'on a commencé à en parler dans i5 avec plusieurs d'entre vous. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit tour de table pour savoir ce que vous en pensez et puis pour savoir si la réaction à la fois de Spotify et de Joe Rogan suffira à enrayer ce mauvais buzz. Ellie, je te voyais faire non de l'index. Beaucoup font le lien entre la stratégie autour des podcasts et l'évolution du nombre d'abonnés à la plateforme musicale. Écoute, c'est très volatile. Il y a des réactions qui sont un peu épidermiques. Il y a des artistes que nous avons aimés dans notre jeunesse qui sont un peu en manque de buzz et qui profitent pour qu'on parle d'eux en faisant des coups d'éclat. Tu crois que c'est ça ? Non, c'est un peu méchant, mais j'ai lu ça. Parce que j'ai lu des tas de choses. J'ai lu des gens qui sont complètement outrés, des gens qui sont complètement outrés de l'autre côté, qu'on nous donne autant d'importance à une news comme ça. Écoute, je pense que les gens s'attendaient peut-être à un moment donné à ce que Spotify cède. Ils n'ont pas cédé, ils ont assumé. Joe Rogan, de son côté, s'est excusé. J'ai pas écouté tout son long discours, mais j'ai vu un extrait. Ouais, il a quand même il a fait 9 minutes dimanche sur Instagram pour dire qu'il était désolé. Et que ça lui, en gros, que ça lui avait échappé, quoi, que la portée, l'onde de choc de son podcast lui avait échappé. Ouais, mais en fait, c'est dans un contexte, effectivement, où il parle d'actu. Le sujet de la vaccination aux États-Unis, obligatoire ou pas, est un sujet très très chaud, parce qu'il y a des États où c'est vraiment obligatoire, des États où ce n'est pas du tout obligatoire. Il y a des actions qui poussent les gens à se vacciner, d'autres qui sont contre. Et donc, c'est vraiment un sujet très très épineux. Et suivant qui en parle, il y a toutes les positions possibles et imaginables, y compris avec des scientifiques pour, des scientifiques contre, etc. Comme en France d'ailleurs. Et lui, il a voulu exprimer une opinion. Alors, il avait tort ou raison. En tout cas, aux États-Unis, le premier amendement donne une liberté de parole aux gens. Et faire des menaces de déplatformisation
qu'on a déjà connu il y a quelque temps pour d'autres personnalités plutôt dans le monde politique. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. C'est cette menace de dire soit vous retirez ce mec. Des artistes, tu veux dire? Des artistes. En fait, cette menace de dire soit vous retirez ce mec, soit on quitte Spotify. C'est leur liberté individuelle. C'est leur liberté, comme c'est la liberté de Spotify de dire non, on le garde. Hein. Ouais. Et finalement, il y a eu une réaction parce que les gens ont craint que ça allait être une panique. Et puis finalement, l'action a repris quand tu disais est-ce que ça va être une menace pour Apple? Vu la différence de part de marché entre les deux, ça ne sera pas une menace cette année. Hein. C'est peut-être une menace dans 5 ans ou un truc comme ça, mais ils prévoient de la croissance, ils prévoient des abonnés supplémentaires. Il n'y a pas de raison. D'abord, tout le monde n'écoute pas forcément des podcasts sur Spotify. Hein. Il y a des gens qui utilisent Spotify pour la musique. Hein. Donc, ils sont à égalité avec Apple Podcast depuis quelques semaines. Hein. Oui, mais dans le global, au niveau abonnés et au niveau part de marché pour la musique, qui est quand même la plus grosse partie, ils sont loin devant. Après, qu'Apple dépasse Spotify sur le côté podcast seul, peut-être. Ça, je n'ai pas suivi d'assez près, mais peut-être. Aux US, ils sont à égalité sur les podcasts et ils ont 2 fois les parts d'Apple Music sur la musique. Spotify est à 31%, Apple Music à 15%. En revanche, sur les podcasts, ils sont quasiment à égalité. C'est-à-dire que Spotify n'a cessé de gagner des parts de marché sur l'écoute de podcasts face à Apple Podcast. Juste Fabrice, tu voulais réagir à ce que disait Ellie? Mais c'est surtout depuis que nous sommes sur Spotify aussi. Hein, bien sûr, ça a tout changé. Bien sûr, fallait le dire. Pardon Fabrice. Non, mais une excellente remarque. Alors Jean-Christophe n'est pas là, alors je voudrais bien amener son côté cynique pour dire que les 9 minutes d'excuses de Joe Rogan, ça fait un peu plus de 10 millions de dollars par minute, parce que on se rappelle que Spotify a payé 100 millions de dollars pour faire venir Joe Rogan, qui est donc une star incontestée, s'il vaut ce prix-là. Tu sous-entends que Spotify a exigé que Joe Rogan se mettre devant sa caméra et disent je ne sous-entends rien, je m'en voudrais. En revanche, alors et puis mais peut-être plus sérieusement, cela dit, enfin je pense que c'est sérieux, cela dit, c'est des gros sous. Joe Rogan a quand même accepté 100 millions de dollars, soit, mais aussi de passer sur un média, Spotify, qui était comment dirais-je, à distribution plus réduite que ce qu'il avait avant, puisque du coup c'est exclusif Spotify. Donc il a accepté de prendre un gros chèque, soit, mais pour commencer par finalement réduire sa base d'auditeurs, sachant qu'en plus, non seulement il a une émission qui est très connu et célèbre, et puis il vend aussi tout un tas de trucs, il vend des vitamines et des machins comme ça, donc il se sert de cette base-là pour faire du business, c'est très bien, tant mieux pour lui, c'est pas du tout... il a dû faire ses calculs, hein. Non mais voilà, bien sûr qu'il a dû faire ses calculs. Cela dit, donc Spotify a payé pour le droit exclusif de diffusion, c'est ça qu'ils ont payé, donc je serais quand même pas étonné que Spotify l'ait appelé pour lui demander de mettre un peu d'eau dans son vin. Et c'est aussi de bonne guerre, et puis si ça permet de calmer un peu les esprits, il n'y a pas uniquement un côté business, comme le disait Ellie, le sujet est tellement chaud qu'il faut quand même essayer de calmer les esprits, ça me paraît. Ouais. Voilà. Alors François, est-ce que toi tu es convaincu par les excuses de Joe Rogan? Est-ce que tu penses qu'elles sont spontanées? Non, je ne pense pas qu'elles sont spontanées. Est-ce qu'elles sont sincères? Je n'en sais rien, mais je n'ai pas écouté Joe Rogan, donc j'ai pas vraiment d'avis sur lui. Moi oui. Mais ça tombe bien, parce que je demandais à François de me dire, en fait. Oui, non, mais voilà, mais ce que je voudrais juste terminer, c'est que Ellie a parlé du premier amendement. Je crois qu'on n'est pas exactement dans ce cadre-là, parce que on est dans un cadre d'opinion. Ça déclenche souvent des discussions aux États-Unis autour de ce premier amendement. Il me semble que le premier amendement américain concerne surtout les entités publiques. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de... En tout cas, je vois pas comment on pourrait faire un procès d'intention à Spotify autour du premier amendement. Il y a des opinions... La limite entre l'opinion et la désinformation est toujours très ténue. D'après ce que j'ai compris de ce que fait Joe Rogan, tout ça, il a une opinion. Il a aussi fait une émission avec un gars qui disait être l'inventeur du vaccin ARN messager, ce qui est faux.
On sait que le gars qu'il a invité n'est pas l'inventeur du vaccin ARN messager. Donc on le sait, mais ça reste une émission qui se veut être en plus une émission de divertissement. Donc du coup, on est vraiment dans du flou beaucoup. Tout ça mis bout à bout fait que, pour revenir à la question de l'influence de Spotify par rapport à Apple, etc., à mon avis, cet événement-là fait à peine bouger l'aiguille, qu'on va vite l'oublier et que il se sera rien passé, quoi, en gros. Alors François, qu'est-ce que tu en penses ? Tu me disais dans F5 cette semaine que Spotify avait en tout cas perdu la bataille de la communication. Est-ce que tu le penses toujours ? Bah, je pense que oui, parce que, comme le dit Fabrice, à mon avis, ils ont dû gentiment lui dire fais attention à ce que tu racontes. C'est toujours compliqué de juger, et puis on peut le mettre en perspective avec ce qu'on peut voir sur les chaînes de télé en France. C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment, il y a les élections présidentielles qui arrivent, la liberté de parole des uns des autres. C'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, de réussir à savoir si les paroles des gens sont sincères, si les volontés sont vraiment de laisser tout le monde s'exprimer ou laisser uniquement une partie des gens s'exprimer. Et j'ai envie de dire, tant que Spotify ne fait pas que du anti-vaccin ou du pro-vaccin, tant que les deux parties peuvent s'exprimer, ça va. Le souci, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande écoute, et je pense que ça manquait peut-être de contradiction, peut-être. Maintenant, je rejoins Fabrice sur la chute. Clairement, je pense que ça changera pas grand-chose. Les gens qui écoutaient Spotify écouteront toujours Spotify, et puis voilà, quoi. On dit souvent bad buzz, buzz quand même. Je pense que effectivement, on a parlé de Spotify. Du coup, quand on voit que l'action a déjà remonté, a déjà repris son niveau d'avant, les chiffres vont être bons. Pas d'inquiétude outre mesure. Jean-Christophe, comment est-ce que tu comprends cet épisode autour de Neil Young, Joe Rogan tu disais la semaine dernière que ça te choquait presque l'éventualité que Spotify déconnecte Joe Rogan de sa plateforme de podcast. Pour l'instant, c'est plutôt lui qui a gagné. Oui, clairement. C'est un sujet très compliqué. Je pense qu'on en parlera dans les semaines à venir, parce que ça dépasse évidemment Neil Young et ça dépasse Spotify. Pour faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, on donnait du pain et des jeux. Aujourd'hui, il y a un certain public, notamment américain, qui achète du Joe Rogan. Spotify a fait un énorme chèque pour avoir l'exclu de Joe Rogan sur sa plateforme. Ça plaît aux clients de Spotify, ça plaît, comme le disait très bien Fabrice, au marché. On peut le regretter, je pense que je le regrette comme la plupart d'entre nous, mais voilà, c'est un état de fait. Il est clair aussi que Neil Young, nous on a tous un certain âge, on sait qui c'est. On se rappelle que quand Apple a mis un album de U2 gratuitement sur tous les iPhones, il y a eu une levée de bouclier en disant c'est quoi ce truc? Je suis pas persuadé que si quelqu'un de plus jeune, de plus hip, si Beyoncé avait fait ce genre de menace, on peut pas savoir si l'histoire aurait pas été changée. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je pense que le sens de l'histoire, le sens du vent, est plus, et encore une fois moi je le déplore, du côté de Joe Rogan que de Neil Young. On peut aussi se demander, et on peut rapprocher ça à une autre news cette semaine, je sais pas si vous vous souvenez de la plateforme Magellan, qui était portée par l'ancien patron de Radio France. Et pareil, cette idée justement de podcast sélectionné, payant, qui s'est planté et qui là vient de trouver annonçait cette semaine qu'elle avait trouvé un nouveau bailleur de fonds, un nouvel actionnaire pour essayer de surnager. Et donc, ce qu'on peut se demander quand même, c'est si ça souligne pas la limite très nette du système de podcast payant. Et que justement Apple qui est allé, on le sait tous, à très petits pas, en fait, se donne le beau rôle cette semaine en disant ouais, nous on a Neil Young. Et surtout, nous justement, vous nous reprochez suffisamment notre jardin fermé. On porte aussi les podcasts accessibles à tous et gratuits. Voilà, restez chez nous.
Je pense que c'est plus ça et que dans un an, je prends le pari que l'écosystème des podcasts aura vraiment changé et justement on pourra dater cette affaire comme le premier vrai coup de canif dans le modèle de podcast payant et à voir comment Spotify s'en sort. Aujourd'hui, à J plus une semaine, effectivement l'action remonte et Spotify est droit dans ses bottes et encore une fois économiquement, elle a raison de l'être. Je me demande si l'année prochaine on se dira pas ok les podcasts payants vraiment c'est marginal et on l'a vu à la faveur du problème Joe Rogan. Donc tu penses clairement que Spotify va quasiment rien perdre dans l'histoire, c'est ça? Oui, aujourd'hui oui. Dans un an je suis pas sûr. Dans un an je pense que les chèques de 100 000 $, on en signera beaucoup moins. 100 millions tu veux dire? 100 millions. 100 millions pardon. 100 millions. T'es comme moi aussi j'ai fait une petite erreur tout à l'heure de... J'avais oublié 6 zéros moi dans mais on a tous des problèmes de zéro quand on voit que Bungie s'est fait racheter par Sony pour 6 milliards, soit 10 fois moins que la transaction Xbox la semaine dernière. Voilà, les chiffres ont plus grand sens et là aussi je pense que on a l'avantage nous dans iWeek d'être un peu dans le temps long et donc je prends le pari qu'on y reviendra dans de prochains épisodes. Sûr. Merci les amis. Voilà, on voulait revenir sur cette affaire Spotify, Joe Rogan, Neil Young, parce qu'évidemment, ça nous concerne indirectement. On va revenir à Apple tout de suite, en tout cas dans un instant avec le dossier de la semaine. On va revenir sur les résultats annoncés il y a pile une semaine d'Apple pour le premier trimestre fiscal 2022. Un nouveau record et l'action Apple qui gagne 10% de sa valeur en une semaine. À tout de suite. C'était jeudi dernier, on attendait un nouveau trimestre record et les prévisions des analystes ont encore été battues avec 123,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 3 mois, plus 11% par rapport à la même période d'il y a un an. Ça fait plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par jour. Et encore, malgré la pénurie de composants qui a fait perdre plus que les 6 milliards chiffré le trimestre précédent par Tim Cook. Il n'a pas voulu dire combien, mais ça a fait perdre encore plus à Apple. Et malgré ça, c'est donc un nouveau record qui a été annoncé il y a une semaine. Tous les segments sont en hausse, sauf un. Et on va en reparler un peu plus tard dans iWeek. Il s'agit de l'iPad. Plus 9% pour l'iPhone, plus 25% pour le Mac, en grande partie grâce au succès du M1. Et puis tous les voyants au vert, plus 13% pour les wearables avec l'Apple Watch, les AirPods, etc. Qui comptent quand même pour 14 milliards désormais dans le chiffre d'affaires. Plus 24% pour les services, presque 20 milliards. En un an, Apple a gagné 165 millions d'abonnés payants à Apple Music, Apple TV+, à Cloud Fitness+, etc. Pour un total de 785 millions d'abonnés payants à ce jour. Je voudrais qu'on revienne sur ces résultats dans la perspective de l'année qui commence. On sait que l'année va être sans doute assez folle. Rien que si on pense au renouvellement de ce qui existe déjà, on a de jolis moments devant nous, et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas encore, tout ce qu'on va découvrir dans le courant de l'année probablement. Peut-être le casque de réalité mixte, peut-être un jour la voiture ou d'autres projets sur lesquels Tim Cook voudra finir avant de partir. Jean-Christophe, toi qui es le plus américain d'entre nous, quel est ton regard sur ce trimestre annoncé la semaine dernière? Ah bah il est époustouflant, on va pas bouder notre plaisir. C'est extraordinaire de voir. Je réfléchissais ce matin. Je dis, à une époque, je me suis demandé, ça paraît vieux, mais au début des années 2000, ah là là, peut-être qu'un jour je vais devoir passer sur Windows. Et là, ce qu'on se dit de manière assez intéressante, c'est que la plateforme qu'on a souvent portée à bout de bras, a priori, elle va pas disparaître tout de suite. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est intéressant. Les résultats sont extraordinaires. Ce qui est sympa aussi,
je le dis semaine après semaine, ou en tout cas émission après émission, je trouve qu'Apple ronronne, je trouve que voilà, et avec les M1, Apple a pris des risques, quoi, c'est évident. Et donc c'est très très chouette de voir que ces risques payent, et payent beaucoup. J'aimerais que justement Apple, il y a quelques années, au lancement du MacBook Air, à l'époque on reprochait à Apple de pas s'orienter dans les fameux IPC, les tout petits ordinateurs à $400. Apple disait on sait pas le faire, mais là on va s'autoriser à renier un peu les marges. Et ils ont sorti le MacBook Air qui était un peu le deuxième MacBook Air qui était un peu moins cher, plus accessible, et on sait que c'est devenu une rockstar assez rapidement. Tu parlais en intro du casque de réalité virtuelle auquel je l'ai déjà dit, je crois pas beaucoup, mais c'est intéressant de se dire que peut-être Apple va s'autoriser des choses dans ces secteurs-là en se disant bon, les fondamentaux tiennent, on peut effectivement aller vers là où va la balle, comme le disait Jobs à l'époque, et pas juste continuer à ronronner. J'espère ça, et j'espère que les marchés vont laisser à Apple le temps de faire ça, en se disant, voilà, on est sur tellement de trimestres incroyables. Tu disais une croissance de 10% de l'action. En une semaine. Voilà, en une semaine. On peut peut-être permettre à Apple un petit trou d'air mesuré sur un lancement d'un produit qui va mettre du temps à s'imposer, qui va... Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'appelle de mes vœux. Je pense qu'on est bien parti pour, notamment, il faut être honnête aussi sur les chiffres que tu rappelais. C'est des chiffres extrêmement confus, à dessein. Le nombre d'utilisateurs, il est extraordinaire, mais comme on peut pas faire la distinction entre un utilisateur Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+, et que tout ça, c'est juste un utilisateur Apple ID, ça veut pas dire grand-chose. Et pour une fois, c'est un mal pour un bien, parce que c'est sans doute aussi des utilisateurs on a cette masse et on se dit bon bah peut-être que X% de ceux-là vont acheter un casque à réalité virtuelle, accéder à des environnements Apple avec ce casque, et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, sans s'attarder sur les milliards, parce que comme on a dit, on se trompe souvent de trop de zéros. Pour moi, c'est pour la première fois depuis longtemps un vrai signal fort d'espoir de Apple va peut-être s'aventurer ailleurs, et vivement. Fabrice, il y a un chiffre que je voulais quand même ajouter, c'est la base installée qui est maintenant de 1,8 milliard d'utilisateurs. Fabrice, tu voulais réagir à ce que disait Jean-Christophe? Ouais, parce que je l'entends très très heureux. Alors moi je suis content que Apple fonctionne parce que comme ça ils vont continuer. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment peur, plus du tout évidemment du futur d'Apple, et que même s'ils vendaient rien pendant 10 ans, ils seraient encore là. Mais enfin, quand on dit que Apple, donc, et les risques, ça paye, donc ça paye Apple, mais donc c'est moi qui paye quand même. Hein. Et donc, il y a un moment, moi j'aimerais bien que Apple nous récompense un peu. Alors, sans vouloir juste faire plaisir au patron, rappeler que quand même, donc c'est aussi parce qu'ils vendent des chiffonnettes à 25 balles qu'ils gagnent des milliards. Donc ils gagnent des milliards parce que nous on paye une marge de 40%, quoi. Et moi ça fait des années que ça m'agace. Je suis très content qu'Apple réussisse, fasse des belles machines, et je suis très content de les acheter globalement, mais quand même ça me fait toujours un peu mal de savoir qu'ils prennent des risques, mais pas trop, voilà. Donc les milliards, je ne compte plus les zéros non plus, mais c'est quand même sur notre dos, et moi je trouve que Apple ne nous en rend pas suffisamment grâce. Intéressant. Élie, ton point de vue sur ce point-là? Je ne peux qu'être d'accord, parce que c'est vrai que si les clients finaux sont récents, imagine les pauvres revendeurs qui sont écrasés entre les deux. C'est-à-dire plus Apple gagne d'argent et distribue d'argent à ses actionnaires, plus ils resserrent leurs conditions, et nous, ça nous fait un tout petit peu toujours mal de voir le mal qu'on se donne depuis des années pour soutenir cette marque, qui a peut-être moins besoin de nous qu'avant.
et le peu de retour et le peu de reconnaissance que peut avoir cette marque vis-à-vis de leurs partenaires. D'ailleurs, on n'ose même plus parler de partenaires. C'est maintenant une relation fournisseur tout-puissant, client qui est obligé d'accepter. Il n'y a plus de partenariat du tout, il n'y a plus d'échange comme il y avait il y a des années. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ça. François, ton regard sur ces chiffres, est-ce qu'il y a un de ces chiffres qui te marque plus que les autres ? Je trouve que dans l'ensemble, moi il y a un chiffre qui m'a marqué, mais de toute façon on va y revenir tout à l'heure, donc je vais éviter de trop nous spoiler, mais non, j'ai l'impression qu'en fait de trimestre en trimestre, on est de plus en plus ébahi en se disant mais à quel moment ça va s'arrêter quoi. Et je rejoins l'analyse de Jean-Christophe, je pense qu'il faudrait que maintenant Apple prenne des risques, parce qu'Apple a les reins assez solides pour prendre des risques. Que ce soit, pourquoi pas, sur la voiture, sur pas mal de petits trucs. Autant il y a 25-30 ans, c'était compliqué, autant aujourd'hui, il y a de la marge, quoi. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. J'ai utilisé ce terme-là sans le vouloir, mais effectivement. À voir ce que ça nous réserve. Maintenant, voilà, le seul regret, une fois de plus, c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai pas acheté des actions il y a une semaine, parce que j'aurais déjà gagné 10% de ce que j'aurais mis dans l'action. Donc, il va peut-être vraiment falloir qu'on en achète. L'évolution d'Apple, ça me rappelle, alors, vous allez rire, mais ça me rappelle Télé 7 jours. Ça me rappelle, il y a pas si longtemps, il y a 15 ans, Télé 7 jours vendait 2 millions d'exemplaires par semaine. Et c'était une telle machine à cash, avec des abonnés, voilà, qu'il fallait surtout rien bouger, parce que c'était prendre le risque de commencer à déplaire et de perdre cette poule aux œufs d'or. Et quand je vois que l'iPhone rapporte à lui seul 71 milliards de dollars sur le trimestre, je vois pas comment Apple pourrait prendre des risques sur l'iPhone, par exemple. Non. Sur l'iPhone... Ouais, et puis est-ce qu'il y a vraiment raison de... Je pense que Apple peut se permettre de prendre des risques sur un des modèles. Ou alors sortir un nouveau modèle en plus. Ouais. Et encore ? Ah, mais sortir un nouveau modèle en plus. L'histoire de l'iPhone pliable, s'il arrive un jour, ou un iPhone un peu différent, je pense qu'au début, ce sera en complément du reste de la gamme. Enfin, vu ce qu'on connaît de l'histoire d'Apple, le risque qu'il pourrait prendre sur un modèle d'iPhone, ce serait l'iPhone Pro Plus Max, tout ce que vous voulez, qui serait à 2500 boules. Et ce serait ça leur risque. Hein. Ils vont pas prendre un risque style un iPhone à 300 balles. Hein. Donc, ils peuvent se payer ça, mais c'est tout. Alors, la valorisation d'Apple est quasiment revenue à 3 000 milliards de dollars. Hein. On est à 2 857 milliards, si je ne me trompe pas, au moment où on enregistre cet épisode. Vous le savez, lors de chaque call pour l'annonce des résultats, il y a une partie dédiée aux prévisions sur le trimestre suivant. Donc, Luca Maestri, le directeur financier, n'a pas voulu s'avancer sur une prévision de chiffre d'affaires, mais il tape sur une croissance solide et il s'attend à ce qu'Apple batte de nouveaux records dans 3 mois, donc avec le deuxième trimestre fiscal 2022. Donc ça va continuer à augmenter. Pour répondre à ta question, François, ça va pas s'arrêter là. Jusqu'où ça peut aller, Jean-Christophe ? On a une inflation galopante partout, tout augmente. Il y a même les crypto-monnaies valsent en ce moment. Ça fait encore une fois très bizarre de l'admettre, mais Apple est une valeur refuge aujourd'hui. Apple, il y a pas plus intéressant sur le marché aujourd'hui qu'une action Apple. J'en ai pas non plus, hein, François, je te rassure. Mais jusqu'où ça peut aller? Je vois pas comment ça s'arrêterait, dans la mesure où il y a encore des relais de croissance fous. C'est Gilles qui disait l'autre jour que les ventes s'effondraient au Japon. C'est évident que ça va se refaire. Il y a pas de raison objective pour lesquelles le public japonais a cessé d'aimer les produits Apple. C'est un cycle, c'est les renouvellements des tablettes, des téléphones, ça arrive pas toujours en même temps pour tous les pays. Enfin, donc jusqu'où ça peut aller, vraiment, the sky's the limit. Après, ce qui est sûr, et je rejoins à moitié ce que disait l'ami Fabrice, c'est que voilà, quand la chiffonnette rapporte de l'argent, oui, il y aura plus de chiffonnette dans les boîtes de produits Apple. C'est évident, parce que tant qu'ils gagnent, ils jouent, et qu'on leur pardonnerait pas
de faire autrement. Là où je suis pas d'accord, je reviens à l'exemple du network computer et autres. On peut pas tout avoir, c'est-à-dire que le M1, le processeur M1 avec tout ce qu'il nous apporte, est le fruit de tous ces efforts-là et de tout le cash que nous, tout un chacun, on a apporté à Apple. Vendre des palettes de PC à $400 sous Windows avec un processeur Intel, tout le monde peut le faire et c'est beaucoup moins cher. C'est un choix qu'on fait tous. Moi, je suis content. Je comprends pourquoi je vote avec mes dollars et je suis content d'avoir la plateforme. Et en effet, l'iPhone pliable sera inatteignable, mais si ça lui permet d'exister, tant mieux. Ça fait suffisamment d'années qu'on a passé suffisamment de temps à demander à Apple justement un MacBook pesant de moins de 2 kilos. Moi, je me souviens à l'époque où on pouvait parler aux dirigeants d'Apple un peu plus librement, d'avoir dit moi j'ai mal au dos, il me faut un portable plus léger, et un haut dirigeant d'Apple de me répondre non, on n'en vendra jamais assez pour que ce soit rentable et qu'on puisse payer les moules. Je me souviens de cette expression. Payer le moule qui va permettre de construire un MacBook Air parce que si on n'en vend pas assez, on aura fait tout ce développement pour rien. Aujourd'hui, Apple peut se permettre ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent vendre ça très cher. Oui, voilà, on peut le regretter en tant que consommateur et Eli en tant que revendeur, mais moi, c'est quand même dans cet écosystème que j'ai envie de continuer à jouer. Bon, maintenant, s'ils veulent des moules frites, on peut leur offrir des moules frites, mais c'est pas les mêmes moules, hein, c'est sûr. Bon. Je parlais évidemment pas de ce genre de moule, vous l'aurez compris. Avec une petite mousse. Exactement, avec une petite mousse. Exactement. Bon, merci les garçons. Avis aux filles, hein, si vous voulez rejoindre la Team iWeek, vous êtes les bienvenus. On aimerait beaucoup intégrer des femmes dans l'équipe. Donc, contactez-nous sur Twitter @iWeekNews et venez rejoindre l'équipe d'iWeek. On se retrouve dans un instant avec les 3 news de la semaine, c'est Pommes, et on va reparler d'une catégorie de produits de chez Apple. Et on commence ce Pommes par un paradoxe. Les ventes d'iPad sont en baisse, mais les parts de marché d'Apple avec sa tablette augmentent. Eli, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui semble être un paradoxe ? C'est un paradoxe, mais qui s'explique par la pénurie des composants. Parce qu'en fait, l'iPad reste un produit très populaire, mais Apple a beaucoup de mal à en livrer. Ils ont pris la décision, d'ailleurs, on en a parlé plein de fois, de prendre les composants des nouveaux iPads annoncés, donc les plus populaires, et les transférer vers l'iPhone. Ce qui fait que l'iPad mini 6 et l'iPad de 9e génération, tout simplement, n'ont pas été produits en quantité suffisante pour que ça représente une augmentation dans leurs revenus, mais par contre, les iPads en soi restent des produits populaires. Maintenant, il manque aussi les iPad Pro qui n'ont pas encore été annoncés, qui vieillissent un peu. Donc en fait, ça peut s'expliquer. Les gens sont toujours friands de la tablette Apple, mais Apple n'en produit pas assez pour le moment pour que ça représente une augmentation de chiffre d'affaires. Ouais. Alors, l'explication est bonne, mais incomplète, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, Apple a vendu 1,5 million d'iPads de moins en un trimestre que sur le trimestre d'il y a un an. Mais dans le même temps, les autres ont vendu beaucoup moins de tablettes qu'il y a un an. Samsung, c'est moins 21%. Lenovo, moins 25%. Huawei, moins 14%. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas de composants. Oui, mais oui, c'est vrai, oui, sans doute. Mais et donc la part de marché d'Apple reste de 38%. Enfin, elle reste pas. Elle a augmenté pour atteindre 38% au trimestre dernier, ce qui représente une hausse de 36% en un an, alors que les chiffres de vente sont en baisse. Voilà. Mais Jean-Christophe. Brièvement, parce que mes camarades aussi veulent s'exprimer, ça pose quand même un problème net dont on a parlé des centaines de fois ici, c'est que la tablette n'a pas encore trouvé son public. La tablette avec un grand T, qu'elle soit un iPad, qu'elle soit il se trouve que j'ai offert un Lenovo à un membre de ma famille à Noël. Oh mon Dieu.
parce que c'est une famille Android et que voilà, ça marche très bien. C'est beaucoup moins cher, c'est un super joli design. Et pour faire du Skype sans s'embêter, c'est super. Aujourd'hui, les tablettes se cherchent toutes. L'iPad en fait a toujours pas réussi sa comparaison, sa coexistence avec macOS. Et effectivement, Google qui lâchait complètement les tablettes. Là, il y a des rumeurs qui sont sorties cette semaine. Vous avez dû voir ça. Google est en train de s'y remettre. Donc c'est un truc. Tous ceux qui en ont, moi c'est mon cas, on adore nos tablettes, mais je pense qu'effectivement on n'est pas nombreux. On sait que les phablettes, François et moi, on est des fervents supporters de l'iPad mini. Mais le nombre de gens qui disent qu'avec un grand iPhone, on n'a pas besoin d'un iPad mini, bon, c'est des gens qui comprennent rien, mais manifestement ils sont nombreux. Et à mon avis, ça explique ces chiffres-là. Je pense qu'aujourd'hui, une tablette, c'est encore 10 ans, ça fait 10 ans. 10 ans plus tard, une tablette, c'est un truc bizarre encore. 12. Toujours. 12. 12, ouais. 12. Bon, moi, je suis pas totalement d'accord. Hein, avec, moi non plus, ouais. Parce que et pourtant je vais m'appuyer sur ce que disait Jean-Christophe juste avant, c'est-à-dire que je trouve que l'iPad est la démonstration de ce que sait faire Apple, c'est-à-dire que globalement, si on veut une tablette, on prend un iPad parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. En termes d'Android par exemple, notamment en termes d'écosystème, c'est ce que Google et consorts n'ont pas su faire en ne créant pas suffisamment d'applications spécifiquement pour les tablettes qui en tirent le meilleur parti. Donc quand on veut une tablette agréable à utiliser, il y a à peu près que l'iPad. J'ai utilisé une tablette Samsung il n'y a pas longtemps, c'était pas mal, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et ensuite, est-ce que l'iPad a trouvé son public ? En tout cas, la démonstration de Jobs à l'époque, c'était de dire il faut un truc qui soit au milieu, qui soit aussi bon pour faire le mail que le Mac, et aussi bon que le téléphone pour faire autre chose, je ne me rappelle plus exactement. Et finalement, ça reste un entre-deux. Là où je rejoins Jean-Christophe, c'est que la tablette reste un entre-deux et n'a pas une véritable place. Mais quand on veut une tablette, on prend un iPad, point. Élie, puis François, sur le rôle, la place d'un iPad. En fait, moi, je pense que l'iPad a trouvé son public. La seule chose, c'est que Apple, quand ils ont lancé l'iPad, n'ont jamais dit que l'iPad remplacerait l'ordinateur complètement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait avec un ordinateur qu'on ne fait pas avec un iPad. Et évidemment, le contraire est aussi vrai. Donc, la part de marché d'Apple est bonne, le nombre de ventes est spectaculaire et ce qui gagne aussi, même si avec cette pénurie de composants, ça a un peu baissé pendant un trimestre. Donc, l'iPad n'est pas encore aujourd'hui le produit universel qui remplacerait tout. Peut-être qu'il le sera un jour, mais on aurait pu se poser la question quand on a vu l'iPad Pro M1 s'il y aurait un crossover entre macOS et iPadOS qui aurait permis à l'iPad d'utiliser des applications existant sur Mac et qui n'existent pas sur iPad. Bon, Apple a dit qu'il ne le ferait pas, il trouve que ce n'est pas opportun, mais ça aurait pu être une façon d'universaliser l'utilisation d'une tablette à cause du tactile. Mais sinon, je pense que par rapport à ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un iPad, et Jean-Christophe est le plus grand utilisateur parmi nous d'un iPad au niveau professionnel, je pense que c'est un bon produit et que les gens le savent. François, toi aussi, tu es un fan de l'iPad, et notamment du dernier iPad mini 6. Quand Jean-Christophe dit que l'iPad n'a pas encore trouvé son public... Je suis à moitié d'accord, en fait. Je pense que ça dépend vraiment. L'iPad, pour moi, c'est un produit, l'essayer, c'est l'adopter, en fait. Je vais prendre un exemple concret. Mes parents n'étaient pas du tout partis pour utiliser des iPads. J'ai eu l'occasion de leur refiler un de mes vieux iPads. J'étais persuadé que ma mère n'allait pas adhérer au concept, et finalement elle a adhéré au concept, et du coup ça a donné envie à mon père aussi d'en récupérer un. D'où l'avantage aussi, le gros intérêt des iPads, c'est que c'est des produits, je trouve, qui vieillissent pas ou peu en fait. Mon père utilise encore mon iPad mini Retina, donc qui doit avoir quasiment 10 ans, quoi. Et on critique beaucoup Apple par rapport aux batteries, mais la batterie elle tient super bien sur l'iPad. Pour moi l'iPad c'est un produit qui dure longtemps, qui reste fonctionnel, et
quand on l'essaye, en fait, on en trouve un usage. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais ils ont arrêté leur abonnement au journal en version papier, puis ils le prennent en version numérique. Comme ça, ils ont chacun le matin le journal sur leur iPad, c'est plus simple à lire, etc. Je pense qu'il y a peut-être aussi une petite explication sur la baisse, je dis peut-être une grosse bêtise, et auquel cas je sais que vous me le direz. L'année dernière aussi, les ventes étaient pas mal parce qu'il y avait eu les différents confinements, il y avait le télétravail, les gens étaient beaucoup chez eux, et je pense que ça avait peut-être aussi joué sur les ventes d'iPad et de tablettes l'année dernière. Mais pour moi, ça reste un produit indispensable, et encore peut-être plus d'ailleurs sur le mini que sur d'autres. Je trouve que c'est compliqué Moi, j'ai essayé d'utiliser un iPad Pro pendant quelques temps et je trouve que ça remplace pas un ordi, ça manque. Donc c'est vrai que moi, je vois plus l'iPad comme un outil de consultation de médias que comme un outil professionnel. Maintenant, moi, c'est mon usage, c'est toujours pareil. Alors ça, c'est une question qu'on peut poser à Jean-Christophe. Est-ce que l'iPad remplace le Mac ? Alors déjà, je voudrais juste vous citer tous, parce que pour mettre tout le monde d'accord, Fabrice a dit quand on veut une tablette, on prend un iPad. François a dit essayer l'iPad, c'est l'adopter. Et Ellie, je sais plus ce que tu as dit, mais un truc dans le même genre. On est entièrement d'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'appétence pour une tablette n'est pas là. Moi, ma réponse était juste là-dessus. C'est-à-dire que oui, on peut convaincre les gens de se laisser tenter et ils vont adorer l'iPad parce que c'est un super produit. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, Ellie disait, il faut que ça soit le chaînon manquant entre les deux. Je pense que les gens n'ont pas besoin d'un chaînon manquant et que le PC, l'ordinateur personnel, ça marche à tous les coups. Pour la première fois, j'ai un voyage professionnel la semaine prochaine de 2 jours. Je m'arrache les cheveux en me disant, allez, est-ce que je prends l'iPad Pro, est-ce que je prends le MacBook Air ? J'ai toujours pas la réponse. Ben c'est exactement ce que j'ai dit, on ne se contredit pas là-dessus. La seule chose que j'ai dit, c'est que si on voulait donner plus de parts de marché à l'iPad, il faudrait en faire une sorte de Surface, où il y a des Surface Pro qui ont du Windows et d'autres qui ont un système d'exploitation genre de tablette. C'était pour faire gagner du public, parce que sinon l'iPad ne remplace pas aujourd'hui le Mac, c'est clair. Mais c'est ça. On est donc totalement les chiffres d'accord. de part de marché... Mais est-ce qu'il a trouvé son public ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il a trouvé son public. Le public de l'iPad est le public d'une tablette. Ouais. Donc, mais oui, je suis d'accord avec ça. Quand on parle de professionnel aussi, il faudrait définir ce qu'est un professionnel. Pour faire de la bureautique, on ne prend pas un iPad. Pour dessiner, oui. Et il y a des professionnels qui sont des professionnels du dessin, et ça, c'est formidable. Donc, il y a un marché pour ça, mais qui est assez réduit, probablement. Mais regardez, je pense que dans notre cas à tous, on a tous un iPad, mais on a tous un ordi aussi. Bien sûr. Aucun de nous n'a qu'un iPad. Moi, j'ai une autre question. C'est est-ce que toute votre famille est équipée en tablette ? Oui. 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 Bon, alors c'est moi le mouton noir. Moi, je suis seul autour de moi à utiliser une tablette. Bon, c'est marrant, en tout parce cas, que moi j'ai converti tout le monde à l'iPad. Ouais. Bon, donc c'est moi. Ça vient de toi, Jean-Christophe. Voilà. C'est ça. Bon, l'iPad en baisse, en tout cas au niveau des ventes, même si les parts de marché augmentent. En revanche, pour l'iPhone, l'année dernière, ça a été plus 25% de croissance en Europe, là où la moyenne des concurrents à la hausse n'est que de 8%. Les ventes en 2020 avaient baissé globalement de 14%, mais Apple s'est très bien rattrapé donc en 2021 en Europe. C'est vraiment l'effet iPhone 13, parce que les ventes avaient baissé sur le début de l'année, et puis elles ont grimpé en flèche à partir du mois de septembre quand l'iPhone 13 a été annoncé. Et Apple a doublé Samsung au mois de décembre pour finir juste au-dessus. La deuxième info de la semaine, on est toujours aux États-Unis. C'est le énième épisode du procès Epic Games face à Apple. N'est-ce pas, François ? Tu fais le signe ras la casquette. Mais peut-être d'autant plus ras la casquette que Microsoft prend fait et cause pour Epic Games face à Apple au moment où l'appel est examiné. Alors je me tourne vers le plus américain d'entre nous à nouveau. Alors, je suis dans désolé, le rapport j'ai de force, absolument pas suivi l'affaire. Donc, je peux répondre en général que le support de Microsoft me
m'étonne absolument pas. On en parlait la semaine dernière. Microsoft, aujourd'hui, le jeu est quelque chose de tellement essentiel Et oui. qu'il est évident et la semaine dernière, on disait aussi que le Game Pass dans Safari marchait pas assez bien. Donc c'est le support de Microsoft est absolument pas étonnant. Après, j'ai malheureusement pas suivi les péripéties. Ouais. Est-ce qu'il y a pas là un rapprochement stratégique de la part de Microsoft qui, après avoir annoncé l'acquisition à venir d'Activision Blizzard, qui n'est pas encore tout à fait gagnée, hein, Jean-Christophe, parce que la FTC se penche dessus. Non, ça a une telle taille que il y a suffisamment d'éditeurs de jeux vidéo pour que ça rentre pas dans le cadre d'une concentration, d'un abus de position dominante. Mais effectivement, vu le nombre de titres envisagés, le nombre de séries et le nombre d'utilisateurs sur plusieurs consoles, c'est-à-dire que c'est des jeux évidemment PlayStation, mais aussi des jeux Switch. Et là, la question serait de savoir si Microsoft justement devait se réserver des exclusivités. A priori, c'est pas le cas. De même que Sony, avec le rachat de Bungie, a dit clairement qu'il fallait que les jeux Bungie puissent s'épanouir sur toutes les plateformes possibles. Donc ça, c'est en première intention, en tout cas. Non, on n'est pas des ogres. Il faudra voir après comment ça évolue. On parlait de la stratégie de Microsoft qui prend la défense d'Epic Games face à Apple dans le procès. Est-ce que c'est lié de près ou de loin à sa stratégie de domination du gaming, en fait? Clairement oui. Clairement oui, et il faut pas oublier un truc, même si c'est pas notre tranche d'âge. Fortnite fonctionne énormément en social, en communautaire, on est fan, on revient, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie Fortnite, un peu, et c'est aussi un produit Microsoft maintenant, comme Minecraft. Apparaître aux yeux de la communauté gaming comme le soutien face aux méchants Apple, c'est tout bénef pour Microsoft. Donc ça coche toutes les cases. Et en parallèle, Microsoft n'a rien à gagner, n'aurait rien à gagner à soutenir Apple, puisque Apple a clairement claqué la porte de Microsoft en disant on changera rien pour vous. Estimez-vous heureux qu'on supporte vos manettes pour les jeux iPhone comme on supporte les manettes Sony, et circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est un non-sujet. Je dirais que c'est l'inverse qui serait étonnant. Et de la même façon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Apple aujourd'hui, encore plus qu'avant, mais comme depuis des années, peut tout se permettre. Ça ne changera rien dans la stratégie Apple. Ouais. François. Donc autant aller de l'autre côté pour Microsoft. François. Moi, j'ai envie de dire, pour clôturer le sujet, c'est peut-être aussi tout bêtement pour faire chier Apple. Hein. C'est de bonne grâce de critiquer Apple, voilà, donc c'est un bon moyen pour Microsoft de dire c'est pas bien ce que vous faites Apple, alors qu'il y a quelques années Microsoft était en position dominante et c'était sur Microsoft qu'on tapait. Aujourd'hui c'est sur Apple. Je suis d'accord. Les deux entreprises sont à la chasse l'une de l'autre à la bourse, hein. Number one c'est Apple, number two c'est Microsoft, hein. Donc il y a peut-être aussi une bataille de celui qui a la plus grosse. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'avait brillamment démontré Jean-Christophe la dernière fois, ces deux entreprises sont maintenant très 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 différentes. Et le nerf de la guerre, c'est toujours le pognon. Et maintenant que Microsoft a vraiment assis ou est sur le point de vraiment asseoir une position dans le monde du jeu, je trouve que Microsoft est totalement justifié pour dire bon alors les gars, maintenant nous aussi on a un abonnement pour les jeux, Apple a un abonnement pour les jeux, c'est Arcade, et ils ne payent pas les 30% que nous on est obligé de payer de taxes, c'est pas normal. Et là il y a un vrai déséquilibre, que ce soit pour les jeux, pour tout ce qui est sur abonnement ou qu'on paye via l'App Store et que Apple propose aussi. C'est la même question que moi je répète souvent ça, que Apple Music contre Spotify de ce point de vue-là, où Apple Music a un avantage concurrentiel totalement délirant
parce que c'est le même prix par mois, 10 € par mois en gros, mais sauf que ça coûte 30% à Spotify et pas à Apple. C'est totalement délirant. Donc ça va sur le terrain du jeu, et maintenant Microsoft est totalement justifié pour y aller quand même. Juste une incise, Microsoft, le même, vend aussi des abonnements Office 365 et des apps Office 365 sur l'App Store, et donc le sujet que tu cites, Fabrice, t'as parfaitement raison, s'applique aussi sur l'autre pan logiciel de Microsoft qui est la bureautique, et sur lequel, à mon avis, c'est encore plus tendu que sur le côté Xbox Game Pass. Bon, donc côté procès, pour vous la faire courte, Microsoft prend exactement la même stratégie que Epic Games en critiquant les erreurs qui auraient été commises par la juge pour rendre le premier jugement. Et selon Microsoft, 6 premiers jugements étaient confirmés. Je cite, l'innovation en souffrirait. Voilà. Apple doit répondre à l'appel dans le courant du mois de mars. Allez, on passe à la 3e info de ce POMS. Et alors, je vais te la laisser, François, parce que c'est une info, sans doute l'info la plus importante de la semaine. Je te laisse nous la révéler publiquement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce que voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez représentatif quand même de ce qu'était Apple aujourd'hui, et le bon goût. On a beaucoup critiqué la housse pour transporter les AirPods, et on sera heureux de se dire qu'on a réussi à trouver encore pire. Oh oui. Parce que Gucci commercialise depuis peu un superbe sac housse pour transporter ses AirPods Pro Max, mais dans un design magnifique. Si vous n'avez pas vu les images, allez les voir. N'hésitez pas à les commander en grand nombre. C'est une broutille. Cette modernité. Oui. Ah ouais, et puis ce logo discret, ce bon goût, et c'est même pas le prix de 2 AirPods Pro. Donc voilà, n'hésitez pas. Si Max, vous avez les moyens de vous acheter... Au tarif normal. Max. Mais je suis sûr que Jean-Christophe va la commander, j'en suis sûr. Non. On t'imaginait avec ce petit sac en bandoulière. Mais oui. Non, mais on sait ce qu'il va dire, Jean-Christophe, parce que Jean-Christophe, pour les AirPods Max, il a quand même dit cette phrase formidable, c'est lourd, ça fait mal. Voilà. Et donc avec cette housse en plus... Eh bien, j'ai dit ça, je rappelle, j'ai dit ça alors que je testais la version argent. Ouais. La version bleue est beaucoup moins lourde. Je l'utilise depuis 1 an avec beaucoup de bonheur. Bah, donc, je vous recommande la version bleue. En même temps, il n'est pas en argent, donc forcément, c'est moins lourd. Enfin, il y a un truc qui me frappe beaucoup dans cette housse Gucci. Alors, les goûts, les couleurs, comme l'a dit Ellie dans High Five, c'est chacun les siens. Mais ce que je trouve très raté là-dedans, c'est que pour ce prix-là, ils ne réussissent même pas à mieux protéger les AirPods. Ah bah non. Et donc c'est quand même étonnant, c'est-à-dire qu'ils auraient pu au moins essayer d'améliorer quelque chose techniquement, c'est même pas le cas. Mais tu oublies un truc important. Et pourtant, il y avait de quoi faire. Bah, tu oublies un truc important, c'est qu'en plus de la poignée, il y a un système pour que tu puisses l'accrocher. Donc il y a comment ça s'appelle, une bretelle. Une bandoulière. Une bandoulière. Bandoulière, pardon, voilà. Donc, ajustable. Mais sans supplément. C'est essentiel. Sans essentiel. Supplément. Ça justifie le prix. Attends, une bandoulière ajustable. Bon, en tout cas, cet étui-housse coûte $980. Même pas 1000. Même pas 1000. Donné. Mais non, c'est un prix psychologique. C'est bien. Ah ouais. Il est disponible uniquement sur le site de Gucci. Et si vous vous demandez ce que veut dire le mot Odernium que vous trouverez à l'intérieur sur le fond bleu électrique, ça veut dire appartient au temps présent en latin. Pourtant, vu la gueule du truc, un gros mensonge. Moi je dis, c'est le petit détail. Voilà. Si vous voulez briller au prochain dîner, je pense que là vous tenez un truc sympa. Bon, allez, on marque une pause et on passe aux mises à jour de la semaine. Attention, il y a du lourd. Les mises à jour de la semaine, on va surtout parler de bêta, en bien et en mal, mais on va commencer par cette petite mise à jour pour votre Apple Watch série 4. Donc l'Apple Watch de 2018, lancé il y a un peu plus de 3 ans. Comment ça, non ? 4, 5, 6, 7. La 8.4.1 et pour de 4 à 7.
C'est pas que la série 4. Oui, mais elle résout surtout des bugs sur la série 4. Oui. Ouais, le reste, on le sait pas. Tu peux l'installer sur les autres, mais voilà, c'est ça. Le reste, on le sait pas. D'accord. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Oh bah je dis plus rien, moi. En fait, on dit qu'on sait pas grand-chose. Voilà. Apple dit que c'est surtout pour la série 4, mais vous pouvez l'installer évidemment sur les versions plus récentes. Donc, c'est la 8.4.1 de WatchOS. Voilà, elle arrive quelques jours après la 8.4 que vous avez probablement déjà installée. Reparlons de iOS 15.3 et justement de cette version 8.4 de WatchOS. Je ne sais pas si c'est ton cas, Jean-Christophe, mais des utilisateurs ont eu du mal à synchroniser l'ajout ou le retrait de cartes bancaires, ajout ou suppression effectuée sur l'iPhone. Apparemment, ça ne se reflète pas sur l'Apple Watch. Peut-être. Non, moi j'ai pas eu le souci. Non, ça a même mieux marché que prévu dans ton cas, parce que tu nous racontais cette histoire la semaine dernière. Oui, mais ça c'était avant. Ouais. Où effectivement la mise à jour est automatique, mais il se trouve que j'ai aussi, pour d'autres raisons, supprimé une carte et non, ça s'est fait sur les deux appareils. Alors iOS toujours, mais cette fois on va parler de la bêta, la première bêta d'iOS 15.4, Ellie, avec peut-être des petites indications sur ce qui va venir plus tard. Ah bah ouais, ça a parlé un peu de réalité augmentée à première vue, il y a des petits signes qui sont sortis, mais rien de... J'ai raté ça. Non, il y a d'autres choses qui m'ont frappé dans la 15.4, dont je parlerai dans mon dîner, qui ont totalement occulté cette partie-là. Donc je veux bien laisser un de mes camarades, moi je vous parlerai de vraiment la grande nouveauté. Je voulais juste dire en propos liminaire, parce que j'ai suffisamment râlé sur le sujet, que enfin des mises à jour intermédiaires qui donnent des trucs en plus. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des fonctionnalités aussi importantes arriver comme ça à la faveur du printemps. Mais c'est pas quelques mois à peine avant la WWDC. Par exemple, un truc idiot, mais le support des masques beaucoup plus étendu avec Face ID. Jamais j'aurais pensé que ça arriverait avant iOS 16, par exemple. Avant la fin de la pandémie, en fait, c'est ça. Voilà. On n'en est pas loin. Du coup, le masque n'est plus obligatoire depuis aujourd'hui, donc ça tombe bien, en fait. En extérieur. Voilà, oui, en extérieur. Il y a des gens qui prennent le train et qui vont se servir de leur iPhone dans le train, par exemple. Non, mais pour revenir à... C'est notre petite guéguerre avec Gilles. Dans une période où les ingénieurs ont été séparés et donc moins bien travaillé ensemble parce qu'ils n'étaient pas sous le même toit pour des raisons de pandémie, je trouve ça extraordinaire de voir qu'Apple sort des fonctions importantes. Alors, le contrôle, je sais plus comment ça s'appelle. Universal Control. Merci. Universal Control. C'était attendu. Donc là, ils sont à la bourre. Mais quand même, ça arrive. Oui. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les développeurs sont à pied d'œuvre, ne se contentent pas justement de faire des patchs de sécurité et continuent à enrichir l'OS. Je trouve que c'est un signal très fort. Fabrice. Ouais. Je voudrais signaler quand même que, pardon Jean-Christophe, mais la version d'avant, il y a eu une grosse mise à jour 14.5 qui a apporté le contrôle de la souris sur l'iPad. Et c'était absolument monumental, et je pense que c'était aussi en préparation du contrôle universel, justement, sur lequel je voulais revenir, du coup, parce qu'il faut bien que je mange mon chapeau en direct, puisque je me suis beaucoup moqué du contrôle universel en disant que c'était peut-être comme l'AirPower, et que peut-être ça n'arriverait jamais quand il avait été retardé. Il semblerait que là, je m'en sois pris plein la tête, puisque du coup, les bêtas de 15.4 montrent le contrôle universel qui marche vraiment bien. Tous les gens qui l'ont installé, qui font des démos vidéo, sont tous ébahis à tel point ça fonctionne bien. Donc, je me suis trompé, voilà, disons-le, clair et net. Bon. Moi, j'attends de voir qui va s'en servir au quotidien, qui vienne nous en parler dans l'émission. C'est une autre question. Mais, c'est la personne qui utilise SharePlay. Ah, celle-là. Je crois.
Je crois que François, tu Jean-Christophe gagnes va la s'en vanne de la servir. semaine, Voilà. mais dans l'absolu, moi j'attends une contrôle universel de pied ferme Ouais. et je compte bien m'en servir très souvent. Bon, je reviens à cette bêta de la 15.4 d'iOS dans laquelle un développeur a trouvé des références à des bouts de code des API qui ont l'air quand même très utiles avec des appareils de réalité augmentée ou mixte, puisqu'il s'agit de la techno WebXR, voilà, qui pourrait préfigurer la sortie d'un casque ou de lunettes. Enfin voilà. Donc apparemment il y a des bouts de code dans la 15.4 bêta d'iOS. On continue avec une autre bêta. Cette fois, il s'agit de macOS et c'est la 12.3. Alors bon, c'est des mises en garde. Si vous jouez avec les bêtas, faites attention parce que ce sont des bêtas, donc forcément de temps en temps il y a des petits problèmes. Alors c'est des cas de figure assez spécifiques, mais si vous êtes sous Catalina, que vous avez activé File Vault sur votre disque, celui qui va recevoir l'installation de la bêta, bah attention, vous risquez de vous retrouver avec une installation qui tourne en boucle, donc vous aurez du mal à sortir. Donc voilà. Évitez peut-être d'activer File Vault ou n'utilisez pas la bêta ou attendez la prochaine, bref. Et c'est pareil pour la bêta de Big Sur, la dernière en cours, c'est-à-dire la 11.6.4. C'est dommage parce que ce macOS 12.3 apparemment va ajouter le support de l'ultra wideband sur Mac. Est-ce que ça veut dire bientôt un Mac avec une puce U1 ou équivalent, ou est-ce qu'elle est déjà dans le Mac sans qu'on le sache, ce qui permettrait de le localiser aussi précisément qu'un iPhone ou des AirPods? Est-ce que l'un de vous a un avis sur la question? Ça sert à quoi d'avoir l'ultra wideband sur un Mac? Est-ce que, alors vous me corrigerez les copains, est-ce que c'est lié aussi à l'audio spatial suivant les mouvements de la tête? Est-ce que ça permettrait ça? Est-ce qu'on peut pas le faire aujourd'hui et que ce serait le cas? Peut-être non, parce que ça serait sur un casque. C'est pas le Mac que tu bouges, hein. Non, mais pendant quelques temps, non, oui, t'as raison. Joker, non, bon. mais Benjamin, si tu ça peux pourrait, couper. parce que ça te permet de localiser si tu as un casque avec une puce U1, peut-être que le casque communiquerait mieux sa position à l'ordinateur qui aurait la puce. Ça se tient Non, à moitié. Je sais pas, mais... Je suis pas sûr que le Mac ait besoin de la puce. Non. Ouais, non, il y a pas ça sur l'Apple TV et ça marche quand même. Donc, j'ai rien dit. Oh, ça fait 2 fois que je me trompe. En tout cas, c'est peut-être une possibilité. On verra quand ça arrivera. Et puis, il n'y a pas que les bêtas qui posent des problèmes. Hein. Depuis la mise à jour 12.2 donc de macOS, certains utilisateurs de Mac Intel et Apple Silicon retrouvent leur batterie à plat au petit matin, alors que le Mac était en veille. Et c'est sans doute lié à un bug du Bluetooth qui ferait des appels incessants aux accessoires appairés. Voilà, donc petit bug chez certains avec macOS 12.2, donc la dernière mise à jour officielle. Voilà pour les mises à jour de la semaine. Beaucoup de bêta, beaucoup de petites choses. On passe aux rumeurs de la semaine. La keynote de printemps devrait voir arriver l'iPhone SE3, un nouvel iPad, un nouvel iPad Air. Et en Inde, ce sont 7 références inconnues à ce jour qui font surface. Apparemment, ces appareils sont en cours de test en Inde. Ça confirme tout ce qu'on peut entendre depuis quelques semaines. Donc voilà. C'est plutôt entre guillemets rassurant et c'est vrai que l'iPhone SE mérite une petite mise à jour. Ça permettra de donner encore plus de parts de marché à Apple, je pense, sur les différents marchés. Surtout en Europe, et c'est vrai que l'iPhone SE, ça reste un iPhone qui plaisait pas mal, qui plaît moins aujourd'hui, et une grosse mise à jour avec la 5G, nouvel appareil photo, ça peut être un gros plus. Ouais. On parle aussi du Mac Mini survitaminé, Ellie, à cette keynote. On a entendu des rumeurs sur un Mac Mini qui aurait un processeur M1 Pro, voire même M1 Max, et une meilleure connectique. Donc
très attendu par des utilisateurs. On rappelle que c'est un des meilleurs produits de la gamme Apple et un de ceux dont on parle le moins. À part chez nous, bien sûr. Ouais. Oui. Parce qu'on aurait du MagSafe comme sur l'iMac. On aurait 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A et de l'Ethernet. C'est ça l'idée ? Mais pas de lecteur de carte. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que sur les différentes rumeurs qu'on a vu passer, il n'y aurait pas de prise jack. Et ça, ce serait plutôt étonnant. Donc j'espère que c'est juste un oubli. Parce que je pense que ça me manquerait quand même beaucoup. Mais je trouve que ce qui manquera vraiment, c'est un écran pour aller avec ce beau Mac Mini. Et il serait vraiment temps qu'Apple nous sorte ces fameux écrans. Tu parles d'or, François. Alors, les rumeurs de la semaine ne concernent pas qu'Apple, mais aussi ses concurrents, puisque c'est mercredi prochain, le 9 février, que Samsung devrait dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra, selon les rumeurs. Et les rumeurs aussi s'agitent pas mal pour essayer de savoir ce qu'il aura dans le ventre. Ellie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait envie ou qui ont attiré ton attention sur ces caractéristiques potentielles ? Ben, pas vraiment. Parce que j'ai commencé à regarder, j'ai vu Samsung, Galaxy, Android, bam. Et je me suis endormi. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais bon, en même temps... Non, je peux pas. Je suis allergique. J'y arrive pas. Ouais. Bon, on parle d'écran AMOLED. C'est la technologie que Samsung se réserve depuis des années pour ces Galaxy. Apparemment, ce sera le plus grand des Galaxy sortis à ce jour, puisque l'écran ferait 6,8 pouces par rapport à l'iPhone Pro Max. C'est combien l'iPhone Pro Max déjà ? 6.7. 6,7. Ah bah voilà. Ouais, il leur fallait un petit pouce de plus, un virgule de pouce. Bah voilà. Pour reprendre l'expression de Benjamin tout à l'heure, c'est qui a la plus grande ? François a raison. Cela dit, l'augmentation de la taille de ces écrans, c'est quelque chose que je comprends toujours pas à ce point-là, mais ça rejoint une partie de la conversation sur les phablettes tout à l'heure, l'iPad, les tablettes, etc. Il y a donc une vraie demande. Jean-Christophe disait que certains n'avaient rien compris parce qu'ils devraient prendre une tablette. Je peux comprendre. Il y a une histoire de budget, bien sûr, avec ça, mais au global, il y a des gens qui sont très contents d'avoir un grand écran dans une grande poche. Et visiblement, il y a un marché pour ça. Il me semble qu'en plus, on parle d'une rumeur d'iPhone qui serait même encore plus grand, que le Pro Max serait encore plus grand. Donc, il y a toujours un truc comme ça, et je continuerai à pleurer l'iPhone mini. Ben voilà, non, il faut pas oublier deux choses, c'est que c'est Samsung qui a inventé la phablette, donc on peut pas leur reprocher, ils sont constants dans leur démarche et avec une Galaxy tablette de plus en Note plus grande. Avec à l'époque un écran de 4,7 pouces, rappelons, c'est-à-dire tout petit. Exactement. Et où par ailleurs, on a tous, sans doute un peu vite, enterré l'iPhone 13 mini. Qu'on est très nombreux à aimer, mais qui, a priori, se vend pas très bien. Donc voilà, là encore, c'est peut-être aujourd'hui le marché s'exprime. Ouais. Alors, les principales caractéristiques dans les rumeurs autour de ce Galaxy S22 Ultra, donc 6,8 pouces pour l'écran, ce serait du 120 Hz. Alors, je suis pas sûr que Samsung ait la même technologie de modulation de la fréquence de l'écran comme sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, mais on le verra la semaine prochaine. Au niveau des capteurs, c'est intéressant, on parle d'un 108 mégapixels pour la lentille principale, 12 mégapixels pour l'ultra grand angle, et le télé serait composé de 2 lentilles à 12 mégapixels chacune. Voilà, 4 couleurs dispo, noir, blanc, burgundy. Je ne sais pas comment on traduit burgundy. Bordeaux. Ouais. Très bien. Et vert. Comme son nom ne l'indique pas. C'est ça. Et vert. Quant au processeur, moi, j'aurais dit Bourgogne, mais bon. C'est ça. Oui, mais c'est pas une couleur. Bah oui, Bordeaux, c'est ça. C'est bien.
très juste. Et le processeur, ce serait donc le nouveau processeur Exynos 2200. Voilà, les plus de nouvelles, ce sera donc le 9 février. On est en train de perdre Ellie, je sais, mais... Bon, on va revenir au Mac et à l'iMac Pro. Vous êtes d'accord pour qu'on l'appelle iMac Pro ? Oui, pour l'instant. Oui. Hein, on va dire ça. On n'en sait rien, mais oui. On se comprend si on dit iMac Pro. Hein. C'est donc l'iMac Apple Silicon à plus grand écran que le 24 pouces. C'est vrai que c'est plus rapide de dire iMac Pro. Pour l'instant, on n'a pas que le 30. Voilà, c'est ça. iMac Pro Max. C'est pas complètement sûr. Moi, j'ai pas renoncé. J'ai pas renoncé à mon 30 pouces. Tu plaisantes, mais en discutant de... Si on discute de nomenclature, dans la mesure où Apple fait passer le processeur un peu au second plan, parce que les processeurs sont extraordinaires. Donc on parle plus de gigahertz, on a juste M1, M1 Pro, machin. La césure iMac qu'on connaît, qui serait rejoint par un iMac Pro de la même façon qu'on a un iPhone Pro et un MacBook Pro, fait carrément sens. Bien sûr. Et alors effectivement, je suis comme toi, Benjamin, on formera tous les deux le piquet de grève pour avoir un iMac Pro Max en 30 pouces. L'iMac Pro, c'est le 27, et l'iMac Pro Max, c'est le 30, qu'on veut avec Benjamin. Ouais, et on veut aussi supprimer la feuille de salade sous le steak. Militera pour un iMac pliable un jour. Mais en tout cas, à ce sujet, sur un futur iMac avec peut-être un futur processeur, une déclinaison, il y a une rumeur qui est sortie cette semaine, mais on n'a pas de détails, hein, donc c'est juste une rumeur de rumeurs qui disent qu'Apple travaillerait sur un processeur qui s'appellerait en fait un M1 extrême. Donc on a eu le Max, enfin le Pro, le Max, il semblerait qu'il y a un extrême qui serait un dérivé de M1 et qu'Apple sortirait courant de l'année. Alors qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas. Et moi, ça m'énerve, parce que moi, j'ai acheté le Max pensant que ce serait le top, et en fait, il y a encore plus que mieux. Donc, c'est Apple. C'est pas sérieux. Bon, allez, on termine par une rumeur alors qui nous ramène à tout sauf le Mac ou l'iPhone ou les AirPods Max. C'est un toit ouvrant, Ellie. Oui, Apple dépose des brevets de toit ouvrant. Absolument. Mais comme on a dit souvent ici, Apple fait des tas de recherches dans le domaine de la voiture. Un jour, c'est de la conduite autonome. Un jour, c'est des capteurs. Un jour, c'est un système pour les portières. Et là, c'est des toits ouvrants. Ben, pourquoi pas ? Ils continuent leur recherche. Est-ce que tout ça, un jour, va être vraiment combiné pour sortir quelque chose où on pourra être dedans ? Et qui ne soit pas un van moche et sans pédale et volant, parce que dans lequel cas, ils peuvent le sortir s'ils veulent, mais ça sera sans moi. Écoute, pourquoi pas ? Alors, un toit qui pourrait changer donc d'opacité, c'est... Apple a beau déposer un brevet, ça existe déjà dans certaines voitures, plutôt haut de gamme, comme la Maybach de Mercedes. Mais pourquoi pas, hein ? Donc on a bien vu qu'ils essayaient une technologie qui pourrait faire que des lunettes s'adaptent à la vision des gens par des nano-cristaux, etc. Donc Apple travaille sur des tas de domaines. C'est pour ça qu'ils dépensent des sommes confondantes en R&D tous les ans. Donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une voiture dans le sens où on l'attend nous ? Peut-être pas, mais en tout cas, ils travaillent sur plein de domaines. Je parie sur en fait une prochaine chronique de François, la maison connectée avec des vitres à installer soi-même justement, qu'on pourrait commander avec Siri pour dire tiens il y a du soleil, baisse un peu la luminosité. Et vendu par Ikea sous le nom de Tradfree 3. C'est ça. Bon voilà pour les rumeurs de la semaine mes amis. On se retrouve dans un instant pour le tuto audio. Si vous voulez quitter Spotify, j'ai la solution pour transférer vos playlists. Comment transférer ces playlists de Spotify à Apple Music ? Vous avez peut-être ce besoin ou cette envie si vous avez décidé de quitter la plateforme suédoise au profit du service de musique de streaming d'Apple. Je sais que c'est pas ton cas, Ellie, mais ça servira peut-être à d'autres. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. La moins bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, Spotify ni aucune plateforme ne va vous faciliter la tâche ni l'export en vue de vous voir partir. Il faut donc recourir à des services tiers, notamment à SoundEase.
Alors, ça s'écrit Sound, S-O-U-N-D, 2 I et un Z à la fin. La version gratuite est limitée à 200 morceaux par playlist. La version payante coûte 4,50 € mensuellement ou 36 € par an. Et elle fait tout pour vous, entre toutes les plateformes connues et dans tous les sens, quel que soit le nombre de playlists et de chansons dans chacune d'entre elles. Alors c'est assez simple. Une fois que vous avez créé votre compte sur Soundees, Soundees va vous demander de vous connecter depuis le site aux services de streaming entre lesquels vous voulez faire passer vos playlists. Dans notre cas, vous allez donc vous connecter à Spotify et à Apple Music depuis Soundees en cliquant sur l'icône de chacune des deux plateformes. Soundees va alors compiler la liste de vos playlists. C'est dans cette liste que vous allez choisir les playlists à transférer. Ensuite, tout dépend de la version de Soundees que vous utilisez et de la taille de vos playlists. Vous choisissez la plateforme de départ, dans notre cas Spotify, et la plateforme de destination, autrement dit Apple Music. Vous cliquez, la moulinette se fait et comme par magie, vous retrouverez vos playlists sur Apple Music. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des playlists relativement raisonnables, ça ne vous coûtera rien. Donc Soundees est une solution pour faciliter vos transferts de playlists entre les plateformes. Allez, dans un instant, le dîner d'Eli. On va encore parler d'audio, je crois. Entrée plat dessert, c'est ton dîner, Ellie. Écoute, je crois qu'on est tous les 5 à table avec toi. Quelle est l'entrée ? Alors, une petite entrée musicale, parce que justement c'est léger et tout ça. Et pour revenir sur des codecs et des limitations dont on a beaucoup parlé dernièrement, qu'arrive-t-on à faire passer sur une norme Bluetooth ? Et on a aussi parlé de haute résolution audio dans les conversations téléphoniques. Et en fait, il y a un développeur indépendant qui s'appelle Marco Pfeiffer qui a fait une découverte qu'il a publiée. Ça a été repris après par des sites de news en France, mais moi je suis remonté à la source originale. Et donc, on a appris, parce qu'Apple en avait parlé au moment de la sortie des AirPods de 3e génération. Dans le communiqué de presse, ils ont parlé d'un nouveau codec qui est passé un tout petit peu inaperçu à ce moment-là. Et en fait, en recherchant, ce développeur s'est rendu compte que ce codec est aussi utilisé dans les AirPods Pro. Et là, Apple n'en avait pas parlé. Et donc, ce nouveau codec, pour ceux qui connaissent donc l'ALAC, ou l'AAC, donc là on parle plutôt d'AAC, il existe une version d'AAC qui s'appelle l'AAC ELD. ELD qui veut dire Enhanced Low Delay. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? En fait, je vous explique en 2 mots parce que c'est juste une petite news, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. C'est qu'on était limité lorsqu'on a un appel téléphonique et qu'on utilise des AirPods par la bande passante du Bluetooth. Et donc, jusqu'à maintenant, on utilisait grosso modo une qualité qui était pas génialissime, puisqu'on était sur des qualités qui étaient de l'ordre de 8000 Hz, donc c'est pas beaucoup, mais pour la voix en même temps, c'est pas énorme. Apple était arrivé à sortir du 14000 et là ils sont passés à du 24000 Hz, donc en fait en mono, bidirectionnel. Et sur le site, on mettra l'adresse sur Twitter pour ceux que ça intéresse, le développeur donne des exemples des 3 codecs qui sont utilisés, donc sur le même texte, et en fait ils se rendent compte que on arrive à ce que lui appelle de full HD Voice Quality, donc de la qualité HD pour des appels audio, si vous utilisez des AirPods Pro. Donc c'est magique parce qu'en oui, ou AirPods 3, absolument. Et donc c'est automatique, il n'y a rien à faire, ça bouffe de la bande passante et en fait ce qu'a conclu le développeur, c'est que là on est vraiment à la limite de ce que le Bluetooth est capable de transmettre. Et là, on ne parle que de la voix. Et donc, il en conclut que Apple se penche très sérieusement sur la qualité du Bluetooth et sur ce qu'on peut faire avec le Bluetooth. Et comme on sait qu'ils sont en plein travail par rapport aux AirPods Pro que nous attendons plutôt vers la fin de l'année, donc est-ce qu'Apple va encore aller plus loin ? Est-ce qu'ils vont utiliser une forme d'AirPlay ? Est-ce que c'est... Voilà. Donc en tout cas, c'est un sujet en pleine actualité, mais c'est intéressant de savoir que si vous avez des AirPods 3 ou des AirPods Pro, vous avez la possibilité d'avoir de la qualité HD lorsque vous recevez ou vous passez
un appel téléphonique. Très très bien. Bon, voilà que l'entrée est appréciée, digérée même. J'ai l'impression que le plat va nous rester un peu sur l'estomac. Oh non, peut-être pas, mais c'est plutôt moi, parce que c'est mon coup de gueule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coup de gueule dans l'émission. J'ai dû faire appel au très grand et regretté Pierre Desproges pour trouver les mots. Et donc, c'est là où je peux dire « à moi ma colère, à moi ma rage, à moi mon courroux !» Ou, évidemment, car je parle Pierre Desproges en LV2. Et donc, c'est par rapport à une information qu'on a trouvée sur iOS 15.4. Donc, j'ai regardé les nouvelles émoticônes de la 15.4. Et, bon, il y a des petites émoticônes de personnes qui clignotent, de mains tendues, etc. Bon, très bien, c'est des nouvelles émoticônes parfaites. Et il y a une émoticône où on voit un mec avec un énorme ventre et il y a marqué « Pregnant Man ». Et donc là, je me dis, mais de quoi il nous parle ? Parce qu'il faut vraiment qu'il m'explique physiologiquement, anatomiquement, comment c'est possible qu'un homme soit enceint. Parce qu'ils peuvent, il y a des changements de sexe, il y a tout ce que vous voulez très bien, c'est très dans l'esprit américain, mais comment aujourd'hui un homme peut être enceint ? Moi, je ne sais pas faire. Donc pourquoi est-ce qu'Apple fait ça ? Ça me dépasse. Et à côté de ça, il y a la même émoticône avec une jeune femme, et là, il l'appelle « Pregnant Person ». Ça n'a aucune importance, c'est des émoticônes, on n'est pas obligé de les choisir, mais ça m'énerve. Je sais pas s'il faut réagir à ça, mais je veux bien le faire. Vas-y. Hein. Allez, le Californien de l'étape. Reposons juste les choses. C'est pas Apple qui décide des emojis. Apple décide d'une représentation graphique sur des emojis définis par le consortium Unicode, eux-mêmes soumis par consensus par tout un chacun, disant tiens, dans la vie courante, il y a des choses qui se passent comme ci, comme ça. Je suggère qu'un emoji pourrait être utile. Et donc, vous soumettez un dossier extrêmement épais pour dire voilà la représentation de ce type de constat dans la vie courante, voilà comment ça pourrait être traduit en emoji. Le consortium Unicode met des mois à délibérer, se réunit, accepte la possibilité d'un emoji, définit l'emoji, et les éditeurs de logiciels ou les éditeurs de solutions dans lesquelles les emojis sont utilisés, Apple évidemment, Android aussi, mais Facebook et d'autres plateformes de ce type, décident de la représentation qu'elles doivent donner à l'existence du nouvel emoji poussé par Unicode. Premier point. Donc, c'est pas Apple, c'est bien la réponse d'une décision communautaire adoptée par un groupe qui ensuite est traduite d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir qu'il y a quelques années, les emojis avaient tous, par exemple, la même couleur et que le consortium Unicode a décidé que c'était pas mal de représenter des cas un peu différents parce que, bizarrement, on n'est pas tous John Simpson. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à un super article de The Verge paru il y a quelques semaines dans lequel un des journalistes de The Verge s'était étonné qu'on n'ait pas d'emoji gaufre. Et donc, il a soumis un emoji gaufre et il retrace tout son travail pour que, enfin, ce dessert indispensable soit reconnu dans les emojis. C'est hyper sympa. Il n'y a pas de crêpes. Et voilà. Il n'y a pas de crêpes. Il manque le drapeau breton. Hein. Voilà. On l'a toujours François, il n'y a pas de crêpes. Ton explication sur les emojis, parfait, très bien. Maintenant, c'est ma chronique, j'ai le droit de donner une impression. Moi, ça m'a choqué. Alors ça, je peux répondre à ça, en fait. Ça, je peux répondre à ça, si vous me permettez. Parce qu'il n'est pas question de dire qu'un homme est enceinte ou qu'une femme ne l'est pas. Les emojis, dans ce cas-là, c'est un moyen de communication et c'est comme un vocabulaire pour donner la possibilité aux gens qui souhaitent exprimer des idées de le faire. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas se définir sexuellement et qui seront enceints quand même et qui ont besoin d'une icône pour l'exprimer. Donc, il n'est pas question de remettre en cause la nature même de l'être humain, mais simplement de donner des moyens d'expression aux gens qui essayent de s'exprimer non sexuellement.
Et c'est ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs années. Il y a une différence entre l'expression de l'identité sexuelle et l'expression de l'identité d'un être. C'est juste ça qui est au milieu de tout ça. Et donc là, ça fait des années que ça dure et les emojis rattrapent ça. Je pose une question totalement innocente. L'emoji de la femme enceinte existe déjà depuis longtemps, alors j'imagine. Oui. Oui, bien sûr. Enfin, depuis... et c'est facile, il suffit d'aller sur le site Unicode. Unicode, pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi le standard qui permet d'avoir des caractères non latins. C'est ce qui définit justement les caractères japonais, les kanji, les caractères chinois simplifiés et autres. Et donc, l'emoji est vu comme un type de caractère au même titre, équivalent à d'autres scripts. Et il y a aussi le site emojipedia.org qui permet d'aller voir tout ça en détail. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je ne connaissais pas du tout le parcours d'un projet d'emoji. Donc c'est passionnant. Pour finir sur le sujet sociétal, c'est beaucoup plus simple quand on est Apple de reprendre à leur compte, comme ils l'ont toujours fait, les travaux du consortium, encore une fois, du consortium emoji, et dire puisque la majorité, puisqu'on a délibéré en notre âme et conscience en fonction des informations reçues et que cet emoji semble répondre à une préoccupation de la population, Apple dit dont acte, il va arriver dans la prochaine version de l'OS. La politique, ce serait de ne pas adopter un emoji poussé par la communauté. Voilà. C'est bien clair. Bon, écoutez, merci. Moi, je remercie Ali d'avoir attiré notre attention sur le sujet. Et je vous remercie, Jean-Christophe et Fabrice, de nous avoir éclairé sur les coulisses de ces décisions et de ces processus. Élie, le dessert, alors... Qu'est-ce qui se passe pour le dessert ? Alors, un petit dessert rapide, je vous conseille d'aller regarder. En fait, les applications de réseaux sociaux, donc 2 d'entre elles, se modernisent aussi et adoptent les dernières technologies. Donc, c'est arrivé cette semaine. En particulier, Telegram, pour ceux qui l'utilisent, a une nouvelle version qui permet maintenant de rajouter des stickers vidéo, des emojis interactifs, et quelques autres petites nouveautés. Donc si vous avez fait la mise à jour, vous allez la découvrir. Donc il se modernise. Telegram a toujours été pas mal utilisé, mais un peu pauvre au niveau multimédia par rapport à d'autres plateformes. Et ils ont voulu rattraper leur retard, donc assez rapidement. Et en réponse à ça, évidemment, WhatsApp a aussi maintenant sorti une nouvelle version avec la possibilité de mettre des petites réactions à un message. Bon, les autres le font depuis longtemps, mais donc vous avez un message dans WhatsApp, vous allez pouvoir cliquer et rajouter un petit cœur ou un pouce levé. Enfin, on reste assez basique pour l'instant, mais c'était pas dans WhatsApp, ça a été rajouté. Donc c'est 2 petites améliorations dans 2 applications qui sont très utilisées aujourd'hui sur Internet. Merci Elie pour ce dîner. Et, écoute, on passe à nos coups de cœur de la semaine. Les coups de cœur de la Team iWeek pour cette semaine. Mais on va commencer par toi, François. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Moi, c'est un film que j'ai eu l'occasion de regarder. Je sais pas si... j'en avais pas entendu parler. Il est disponible. Vous pouvez le regarder sur des sites de location de VOD ou acheter le DVD ou le Blu-ray si vous voulez. C'est un film qui s'appelle Free Guy. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu en 4D Max. 4D, comment ça s'appelle déjà ? C'est les sièges qui bougent et tout. Excellent. Ouais. Ça devait être sympa, je pense. C'était très, très sympa. Ouais, mais c'est le pitch est assez marrant. En fait, c'est un employé de banque qui découvre un jour qu'en fait, c'est un personnage de jeu vidéo. Alors, c'est avec un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ryan Reynolds. C'est un genre, allez, on va dire, c'est un mix, c'est de la science-fiction. Ça montre surtout à quel point le personnage qui est censé être un peu bébête, au final, développe une intelligence qui est artificielle. C'est un genre de métaverse. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt marrant. C'est assez fun et ça pose quand même quelques questions sur la gestion des jeux vidéo aussi. Et puis ça changera des procès Epic Games Apple parce que c'est quand même une petite parodie de Fortnite. C'est assez cocasse, je pense. Vrai. Mais voilà, j'avais bien aimé et je trouvais ça plutôt marrant. Si vous voulez passer un bon moment avec Ryan Reynolds, Free Guy. Il y a une super séquence,
Une super bataille à coups de sabre laser, si je me souviens bien. Ouais, il y a plein de petits clins d'œil, il est vraiment, vraiment très sympa. Très sympa. Ellie, Oui, tu dois être, écoute, tu dois être en transe, là. Ouais, on attend. Apple a commencé, ça y est, à nous teaser sur la saison 2 de Fondation. C'est pour ça que j'ai appelé ça Refondation. Donc, pour l'instant, il y a une sorte de teaser qui va sortir en vidéo d'un jour à l'autre. Mais pour l'instant, ils ont juste mis une image et expliqué que la saison 2 aurait beaucoup plus de moyens et allait développer maintenant les histoires. Qu'est-ce que ça va être alors? Saison 1. Écoute, ils ont rajouté 10 personnages principaux qui viennent se rajouter à tous ceux qu'il y a aujourd'hui. Donc il va falloir suivre. Hein. Et chacun avec une énorme importance. Donc, c'est pour ça que Fabrice re-regarde la saison 1, je crois. Mais oui, parce que déjà, il faut les retenir tous. Mais, donc, c'est assez rigolo. C'est très très riche. Mais dans la description qu'on peut trouver, hein, puisqu'Apple a commencé à en parler, on trouve ça sur plein de sites, ils donnent le nom des personnages et ce qu'ils font. Et moi qui viens de relire l'intégralité des bouquins de Fondation, je n'en trouve aucun. Donc ça veut dire que non seulement ça s'agrandit, mais ça s'éloigne du concept original. Ça suivra quand même la trame de façon un peu libre, mais du coup, voilà, ça prend son élan et ça se développe. Et j'attends avec impatience de voir quand cette saison 2 va arriver. La seule promesse qu'a dit Apple, car évidemment la question a été posée par les journalistes instantanément, ils ont dit que ça arriverait en 2022. C'est déjà bien. Bientôt. Mais... Ils ont dit bientôt. Ouais, mais c'est très relatif, bientôt. C'est ça. Enfin, à l'échelle d'Apple... Ouais. Avant la voiture. C'est ça. Peut-être avant le casque aussi, mais c'est pas sûr. Fabrice, ton coup de cœur de la semaine. Alors, je vais en rajouter une petite couche sur Fondation qu'effectivement j'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion de le dire dans High Five déjà. J'ai oublié un truc dans High Five, c'était de rappeler que Fondation était accompagné d'un podcast original d'Apple pour les anglophones uniquement. Mais qui est vraiment intéressant, qui pour la première saison était essentiellement des interviews du créateur David Goyer, qui ajoute des éléments. Alors des fois on pourrait être chagriné un peu du fait qu'il y a des éléments qu'on comprend encore mieux en écoutant le podcast. Mais la richesse de l'histoire inventée autour de Fondation grâce à ce créateur-là est vraiment formidable. Donc moi, ça me transporte, ça me fait rêver. Donc j'aime beaucoup et donc je suis très impatient. Et puis peut-être pour un peu de calme et de tendresse, j'ai aussi regardé toute la première saison d'Acapulco sur Apple TV+. Et alors l'image est un peu, c'est rose bonbon, etc. Et on se demande un peu ce que c'est. Et en fait, c'est drôle et tendre. Et donc, je conseille ça. Moi, j'ai vraiment regardé jusqu'au bout avec beaucoup de plaisir. Je sais même pas ce que c'est. J'en ai même pas entendu parler. Non plus. Mais non, mais c'est rigolo. C'est super drôle. C'est drôle mais voilà, et ça se passe, c'est entre aujourd'hui, enfin c'est un gars aujourd'hui qui raconte à son neveu ce qui s'est passé en 1984-85 quand il a commencé à travailler dans un hôtel à Acapulco. C'est tout rose bonbon et comment il est devenu je vous dis pas trop de choses. D'accord. Mais il raconte son histoire et voilà, c'est drôle et tendre, voilà, c'est tout ce que je peux dire et c'est vraiment bien. Jean-Christophe, est-ce que tu auras un coup de cœur? Alors, je suis embêté parce que j'en ai un, mais je m'en souviens plus. D'accord. Mon coup de cœur, je vous ai raconté la semaine dernière comme j'étais bluffé par la reconnaissance de caractère intégrée à l'appareil photo et à Spotlight. Et mon coup de cœur, c'est encore Spotlight, où malheureusement je me souviens plus exactement des faits, donc ça va rien vous apporter, mais j'ai tapé quelque chose dans Safari. Et Safari m'a montré un message que m'avait envoyé mon épouse avec le bon URL. Et donc, voilà, je sais plus exactement ce que c'est, donc ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est pour dire que mon coup de cœur, c'est l'intelligence artificielle d'Apple, qu'ils mettent vraiment par petites touches, toujours discrètes, mais de plus en plus utiles,
Je sais pas si vous vous souvenez, les copains, des data detectors qu'Apple avait lancé avant les années 2000, qui permettaient de reconnaître une adresse. Voilà. Et ces trucs-là, moi, qui rendent le Mac, enfin qui rendent les appareils Apple plus faciles à utiliser, plus intelligents, sans rien faire et sans sacrifier justement sa vie personnelle, la mettre sur des serveurs et autres. Moi, je trouve qu'à nos âges et avec les décennies d'Apple qu'on a derrière nous, être encore bluffé comme ça au détour d'une recherche, je trouve ça super et je râle suffisamment sur l'état des OS et des lenteurs de développement pour malheureusement je me souviens pas mais si ça revient je le mettrai sur Twitter. Voilà, j'ai encore été bluffé cette semaine par un truc Spotlight et c'est un coup de cœur vague mais c'est mon coup de cœur. Ouais, et ben moi je dis ça marche pas parce que quand je cherche femme de Jean-Christophe, et ben il me dit rien. Bon, et moi aussi j'ai un coup de cœur. Je Alors, crois que tu la connais. je vais vous renvoyer 12 ans en arrière, presque jour pour jour, 12 ans et 1 jour en arrière. Et ça me donne l'occasion de dire mon amour à Stephen Colbert, pour moi le plus drôle des animateurs de la télé américaine. Alors j'y pense parce que je suis retombé sur cette séquence il y a quelques heures. Et si vous vous souvenez, à l'époque, ça nous avait tous fait baver. On regarde la séquence, forcément ça va vous rappeler des souvenirs. And the nominees are... I'm sorry, where's the list? Oh, I know. It's on my iPad. Jay-Z, did you not get one of these in your gift bag? Am I cooler than you? Alors donc, ce jour-là, Stephen Colbert est à la télé. Il est aussi devant toutes les stars qui sont nominées au prochain Grammy Awards, donc en 2010. Les Grammy Awards, c'est les victoires de la musique américaine. Et au moment où il doit lire les nominations, et donc les dévoiler, il fait semblant de chercher un papier dans sa poche de veste. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas vu l'image. Et puis, il ne trouve pas de papier, mais il retourne dans sa veste et il dégaine un iPad. Alors aujourd'hui, ça semble complètement anodin, mais le 10 février 2010, on est exactement 5 jours après la keynote pendant laquelle Steve Jobs a dévoilé le tout premier iPad. Et à l'époque, personne n'avait mis la main sur l'iPad. Alors je dis ça, moi j'avais mis la main dessus parce que j'étais à la keynote et donc j'étais allé dans la salle après où on pouvait les toucher et les essayer, voilà. Pas très longtemps, mais on avait pu. Mais à part vraiment une poignée de gens, personne n'avait eu en main un iPad. Et donc Stephen Colbert prépare son intervention pour les Grammy, enfin en amont des Grammy, et donc il contacte Apple. Et Apple accepte l'idée, mais il explique aujourd'hui qu'en fait, il y avait quelqu'un d'Apple au pied de l'estrade qui lui a passé l'iPad. Il a fait son petit show, son petit reveal avec l'iPad en main. Et quand il est redescendu de l'estrade, les gens d'Apple lui ont repris. Et il n'a jamais pu garder l'iPad. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'extrait, on l'entend, mais il y avait une telle envie autour de l'iPad à ce moment-là. Il se tourne vers Jay-Z, donc le rappeur qui est dans la salle, et il lui dit tu l'as pas eu dans ton sac cadeau, ça veut dire que je suis plus cool que toi. Voilà. C'est ça. Mais en fait, j'ai adoré cette séquence et j'ai adoré la revoir. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. C'était cette idée géniale de Stephen Colbert d'avoir intégré l'iPad à ce moment voilà, qui reste un moment un petit peu historique, je trouve. Vous vous en souvenez de ce moment ou pas ? Vous l'aviez vu à l'époque ? À l'époque, non, mais je l'ai revu. Enfin, je l'ai vu là et ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Fabrice, tu te souviens ? J'avais vu et Colbert, c'est aussi un de mes héros de la télé américaine. Pour ajouter à ça, Colbert, il est aussi dans l'espace.
Pour une émission, il avait essayé de faire appeler une navette ou une fusée de la NASA de son nom, et du coup ça n'avait pas marché, mais vu le foin qu'il avait fait dans son émission, etc., il avait réussi à faire appeler un appareil, donc il y a un appareil pour que les astronautes s'entraînent dans l'espace, qui s'appelle Colbert, qui veut dire Combined Operational Load Bearing External Resistance Treadmill. C'est-à-dire que c'est un tapis d'exercice qui s'appelle Colbert et qui est donc envoyé dans l'espace par la NASA. Voilà, je trouve ça génial, j'adore ce type aussi. Jean-Christophe, tu te souviens toi aussi? Alors, je me souviens parce qu'il se trouve que j'étais aux États-Unis pour une conférence. Et donc j'ai vu l'émission en question, conférence d'ailleurs, dont j'ai pu m'échapper pour aller choper le premier iPad que j'avais réservé depuis la France, en me disant que si les dieux étaient avec moi, les dieux du calendrier, peut-être je l'aurais. Et c'était une conférence de 10 000 personnes, et je peux dire que j'avais plein d'amis ce jour-là, parce qu'effectivement l'effet d'avoir cette tablette, d'avoir cet objet qui était devenu mythique, c'était extrêmement fort. Et oui, évidemment, j'adore Colbert. Ce qui est amusant, c'est qu'en 2010, en fait, il était beaucoup moins connu que maintenant. Il était connu vraiment par l'intelligentsia, parce c'était une rubrique dans le show de Jon Stewart. Voilà, c'est amusant qu'il soit servi de les Grammys. En revanche, c'était vu par des millions de personnes. Bien sûr. Et donc, c'était le moment pour promouvoir l'iPad. Et pour terminer, Colbert adore les produits Apple, et pour le coup, il anime un talk show, un late night sur CBS tous les soirs depuis des années. Il a remplacé Letterman il y a 7 ans, et il porte toujours une Apple Watch. Donc c'est les liens entre Colbert et Apple sont anciens et très forts, effectivement. Élie? En fait, une situation dont je vous l'ai déjà raconté dans iWeek, s'était produit en France justement pour la sortie de l'iPad, et à l'époque, on avait réussi à prendre l'exemplaire de démo qu'on avait passé à notre maire, qui à l'époque était ministre sous Fillon, qui était un énorme fan d'Apple et qui avait des relations tout à fait privilégiées avec Apple. Et premier tu parles de conseil Christian de ministre... Estrosi. Oui, tout à fait. Fais les sous-titres. Et donc, premier conseil de ministre, donc ils se réunissent, et donc tu as Christian Estrosi qui sort l'iPad et qui le montre à Fillon en disant « Quoi, toi tu ne l'as pas eu ?» Il a fait son Colbert. C'est un peu, Fillon était un peu le Jay-Z de... C'est exactement ça. Mais en même temps, c'était le Premier ministre à l'époque, donc il fallait oser le faire, mais tu vois comme quoi l'iPad était un produit très 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 attendu à l'époque. Son assistante parlementaire n'en avait pas. Non. Et non, il l'a eu avant, mais après... Méchant. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Depuis, nos relations sont très bonnes avec la mairie. C'est la fin de cette traversée à bord d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Une bise à l'absent du jour, Gilles Dounès, qu'on embrasse évidemment. Nous, on se retrouve dès demain dans Hi5, votre podcast d'actu quotidienne sur Spotify et Apple Podcast. Abonnez-vous. Élie, François, Fabrice, Jean-Christophe, salut les copains. Salut. Merci Benji. À bientôt. Bye bye. Salut tout le monde. Rendez-vous jeudi prochain, on sera le 10 février 2022 pour l'épisode 77. D'ici là, soutenez iWeek sur patreon.com/iWeek, on a besoin de vous. Et on continue d'échanger sur Twitter @iWeekNews avec le hashtag iWeekLSA. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.